Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour et bon après-midi. Bonjour et bienvenue à ma présentation de cet après-midi, ma présentation Facebook. Je vais prier votre indulgence, juste le temps pour moi de mettre la présentation, voilà. Juste le temps pour moi de la mettre. Bon après-midi. Voilà. Bonjour et bienvenue à ma présentation de cet après-midi. Juste le temps pour moi de la partager. Je vais prier votre indulgence. Un peu dans les groupes. Juste le temps pour moi de mettre. Je coupe le retour. Voilà. Voilà. Donnez-moi encore quelques minutes. Hein. Voilà. 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 C'est fait. Et puis, je peux partager sur ma page. Et puis, sur ma page. Je peux faire une séance vidéo. Oui. Voilà. Bonjour, bonjour et bon après-midi à tous. Bonjour et bienvenue à ma présentation de cet après-midi. On en fera deux, je pense, parce que c'est assez dense quand même. C'est assez dense. Il y aura celle-ci que nous allons faire, qui va parler du fonds d'investissement, et il y aura la deuxième où je vais vous parler de l'importance des bases de données l'importance des bases de données dans ce qu'on appelle les data, les bases de données dans la gouvernance locale. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans le même processus. Nous poursuivons la réflexion que nous avons engagée sur le développement et l'économie de la région de l'Ouest. Voilà. Donc, nous avions engagé une série de réflexions sur le développement économique de la région de l'Ouest. Donc, nous poursuivons cette série de réflexions. Et dans le cadre de cette série de réflexions, comme je le disais, donc, à minima, aujourd'hui et demain, nous allons faire d'abord le fonds d'investissement. Ensuite, aujourd'hui, je pense, ça c'est sûr, nous allons faire les bases de données, comment les bases de données peuvent être utiles dans la gouvernance locale. Et je pense que demain, on va enfin pouvoir faire la chaîne de valeur. Et ça nous permettra maintenant de revenir au désenclavement de la région de l'Ouest, mais en allant dans les détails. On fera à peu près 8 lives sur tous les points qu'on avait soulignés au départ. Donc, ça va être assez laborieux. Je remercie tous ceux qui se sont donné le temps d'assister. Bonjour, mon frère Thomas Concho. Bonjour, Tita Berlinois. Merci beaucoup. Bonjour, Thierry Feuzeux. Bonjour, Ulrich Marot. Merci et bienvenue à vous. On va parler du fonds d'investissement parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est pas des blagues, c'est pas des blagues. Ça n'a pas du tout l'air d'être des blagues. Et si Dieu prête longue vie et la santé et nous éloigne des méchants, des jaloux et des haineux,
on fera beaucoup de grandes choses et beaucoup de grandes choses pour notre pays. Il n'y a pas de raison que les gens arrivent en Amérique comme émigrés et ramènent sur 30 ans, je sais pas moi, 4-5 milliards de dollars d'investissement dans leur pays et que nous, les Camerounais, nous ne soyons pas capables, surtout quand on a été dans les mêmes bancs ici aux États-Unis et qu'on maîtrise les clés de l'investissement comme l'investissement international, donc et qui n'a plus de secret pour nous. Donc, on va faire des choses. C'est vrai que beaucoup de parmi vous me disent, oh, mais tu dis ça, tu sais, il y a le régime Biya, mais je leur dis toujours, le régime Biya n'est pas éternel. Il n'est pas éternel et il tire vers sa fin. Il n'est pas éternel et quel que soit le cas, parce que Biya est l'un des derniers présidents qui est arrivé au pouvoir avant la fin de la guerre froide, avant la chute du mur de Berlin, avant la construction de l'Europe, etc., etc. Et après ça, ce sera pas pareil. Et nous aurons l'occasion de faire beaucoup de choses. Le pire, c'est de ne rien faire. Et le mieux, c'est de se préparer et le mieux, c'est de démarrer quelque chose. Voilà. Et le mieux aussi, c'est déjà d'informer, de sensibiliser les gens, de leur faire comprendre ce dont on parle et ce qu'on envisage de faire dans les jours à venir. Voilà. Donc, c'est important. Donc, comme je vous ai dit, nous sommes en phase de structuration déjà presque terminée. C'est-à-dire qu'on sait déjà, on a la certitude qu'on aura un fonds qui va tourner en centre 100, 200 millions de dollars. Donc, ce sera un fonds important. Bon, qui pour ici aux États-Unis, c'est zéro, ça. Hein, c'est zéro parce que les fonds ici dans des choses comme ça, c'est 1 milliard de dollars, 6 milliards de dollars. Bon, pour nous, c'est beaucoup. Mais si on peut déjà avoir un fonds, comme j'ai dit, à 200 millions de dollars, c'est déjà pas mal. Donc, c'est déjà pas mal. Ça veut dire 100 milliards de francs CFA, un peu plus de 100 milliards de francs CFA. Et c'est un fonds que nous voulons dédier au développement économique de la région de l'Ouest. Une fois que je dis ça, je demande donc à tous ceux qui arrêtent de m'appeler en disant « Oh, j'ai mon truc que je voulais faire à Yaoundé. Oh, j'ai ma chair à Douala. » Ça ne m'intéresse pas du tout. Hein, donc, ceux qui m'envoient encore ce genre de messages-là, à l'avenir, je vais les bloquer sur Messenger. Donc, quand ils essaieront de me joindre par message, ça va plus passer. J'ai dit que c'est la région de l'Ouest. Voilà, ce n'est aucune discrimination. La région de l'Ouest est basée au Cameroun. Et la région de l'Ouest doit pouvoir attirer les investissements. Ça veut dire que un jeune qui est né et a grandi à Mbalmayo, qui est originaire de Mbalmayo, même qui est sociologiquement originaire de Mbalmayo, doit pouvoir se lever un matin et venir réaliser son projet à Tchang, à Bangante, à Mbouda, à Fumban, à Fumbot, voilà, à Bafang, à Banja, à Fondjumongkwet, ou bien ailleurs. Voilà. Donc, faut arrêter de penser qu'il faut enlever ce mindset-là dans la tête des gens, qu'ils arrêtent de penser que c'est un cimetière, c'est un endroit qui est fait seulement pour aller inhumer des morts. Donc, nous allons faire ce fonds, ça existe, c'est légal, et ce fonds sera destiné au soutien des entrepreneurs, porteurs de projets, réalisateurs de projets dans la région de l'Ouest. Voilà, c'est important de le dire. C'est important de le dire et que cela soit su. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Alors, les gens m'ont dit, mais dis donc, c'est quoi le fonds d'investissement? Quand tu dis le fonds d'investissement, là, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Donc, je vais expliquer les choses. C'est pas difficile. Hein, un fonds d'investissement, c'est que il faudrait que nous habituions déjà à ça. Parce que on a toujours connu le financement de l'économie chez nous par ce qu'on appelle la tontine. L'autre forme de financement de l'économie chez nous, c'est la banque. Voilà les moyens, l'usure, etc., etc. Mais le financement de l'économie, c'est au-delà de ça. Ça a évolué. Il y a 10 000 manières de financer l'économie aujourd'hui. Même les fonds d'investissement, c'est déjà dépassé. Il y a tellement de manières de financer l'économie aujourd'hui que bon, on peut dire que les USA sont au soleil, l'Europe et la Chine, c'est la Lune, et nous, bon, hélas, on n'y est pas encore. Bon, mais au moins, on doit pouvoir passer l'étape au-dessus, passer de la banque commerciale, par exemple, à aller à un fonds d'investissement. C'est des choses qui doivent se faire. Et encore que l'activité des fonds d'investissement est complémentaire. Le fonds d'investissement aussi un des meilleurs leviers pour faire venir l'argent. Mais pas pour faire venir l'argent parce que le banquier, tout ce qui l'intéresse, c'est votre garantie.
apportez-moi votre titre foncier. Vous voulez l'argent, je vous donne l'argent. Votre titre foncier vaut 500, votre immeuble vaut 500 millions, je vous donne 200 millions, quoi. Je suis persuadé que si vous me payez pas les 200 millions, au meilleur des cas, même si votre immeuble subit une dépréciation, je vais récupérer mes 200 millions. Voilà, c'est ça, la banque. Mais dans le cas de fonds d'investissement, ce qui intéresse le fonds d'investissement, c'est le projet. Qu'est-ce qu'il y a dans le projet? Qu'est-ce que le projet va faire? Qu'est-ce que le projet va créer comme valeur? Qu'est-ce que le projet va créer comme valeur qui permette à l'entreprise, voilà, de se développer? Pour que vous compreniez, je vais vous montrer, par exemple, je vais partager des vidéos avec vous, je vais vous montrer beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais vous montrer, par exemple, quand on dit le fonds d'investissement, ce qui l'intéresse, il recherche des entreprises innovantes ou innovatrices. Voilà, un fonds d'investissement recherche des entreprises innovantes. Voilà, c'est qu'un fonds d'investissement, quand il opère, il recherche des entreprises innovantes, des entreprises qui innovent, des entreprises qui créent des choses qui changent le quotidien des gens, qui changent la vie. Voilà. À partir du moment où ces entreprises créent des choses de cette nature, on dit qu'elles créent la valeur ajoutée et elles créent la valeur également. C'est-à-dire que la valeur pour le travailleur, la valeur pour les actionnaires, parce que quand ça innove, donc la croissance est rapide. Elles créent la valeur pour les travailleurs, parce que les travailleurs mettent ensemble leurs idées pour pouvoir produire quelque chose de nouveau. Et elles créent également la valeur pour la communauté, c'est-à-dire que l'environnement là où on vit. Pour que vous ayez une idée bien précise, je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo d'un entrepreneur en Israël et vous allez voir comment est-ce qu'on dit qu'un fonds d'investissement change, une entreprise innovante change la vie. Il s'agit d'un entrepreneur en Israël qui a créé une machine ou un système industriel, un process industriel qui permet de produire de l'eau en captant simplement l'humidité de l'air. C'est tout. Donc, vous comprenez, quand les gens disent, oh, ben, à l'ouest, il n'y a pas assez de soleil, c'est assez froid, c'est ce que je vous dis tout le temps. Je vous dis tout le temps, écoutez, faisons du SWOT analysis. Ça veut dire que ce qui est destiné, c'est comme ça qu'on raisonne dans ce monde-là, partout où on passe. Quand on arrive quelque part, on dit, oh, ben, on est au pôle Nord, il y a que la neige, il n'y a pas de soleil. Ben, le type, c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est, OK, comme ici, il n'y a que la neige, il y a du soleil, comment est-ce que je fais pour convertir ce qui, aux yeux de ce profane-là, ressemble à une faiblesse, comment je convertis ça en une force? Voilà, c'est ça. Et donc, un entrepreneur, par exemple, dans le Midwest, en Israël, lui, décide, par exemple, de créer une machine qui capte l'humidité de l'air pour faire de l'eau. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce qu'on appelle une entreprise innovante et pourquoi ce genre d'entreprise intéresse... Oh, Dieu. Donc, je vais vous montrer. Bon. Are you ready? Je vais partager mon écran, donc je vais vous montrer ça sur mon écran. Je partage mon écran là. Je vous montre ce que c'est qu'une entreprise innovante. Quand je dis que un fonds d'investissement recherche des entreprises innovantes. Et après, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Donc, recherche des entreprises innovantes. Ce qui intéresse les entreprises qui innovent. Ça veut dire que le commerce, import-export, la vente de la friperie, la vente des beignets haricots, encore que je n'ai rien contre, les marchés publics, ça n'intéresse pas un fonds d'investissement. Si vous faites dans les marchés, ça n'intéresse pas un fonds d'investissement. Il faut aller voir les banques. Si vous faites dans le commerce import-export, vous importez la friperie, vous importez les conteneurs de Dubaï, ça n'intéresse pas le fonds d'investissement. Voilà. Si vous faites, voilà. Mais si vous utilisez votre background, votre brain, votre knowledge, votre savoir, vos connaissances, vous les mettez ensemble pour créer quelque chose qui change la vie des personnes et qu'on peut répandre partout dans le monde, à partir de ce moment-là, vous intéressez à un fonds d'investissement parce que vous créez de la valeur.
Et cette valeur-là, il y a eu des méthodes pour évaluer ça, etc. Bon, c'est trop technique, je vais pas faire là. Mais ce que je veux vous montrer, c'est les concepts. Que vous compreniez bien les concepts. Pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Qu'on ne dit pas, oh, c'est la arnaque, c'est la frappe. Une frappe qui est venue d'Amérique, non. Que vous compreniez bien de manière, parce que une fois que le fonds est lancé, après, on n'a pas le temps de faire ce qu'on est en train de faire là. On est sur le terrain en train de travailler avec les gens qui viennent avec les projets. Mais c'est bien que maintenant, comme il y a encore du temps, on vous montre beaucoup de choses. Voilà. Le SWOT analysis, exact, comme dit mon ami Romuald. Le SWOT analysis, ça veut dire que comment convertir une force en une faiblesse en une force et comment convertir une menace en une opportunité. Voilà. Donc, je partage mon écran et je vous montre un share screen. OK. OK, share là. Donc. Fresh drinking water. The world is doomed. And the scary fact is there just isn't enough of it. Up to 2 billion people around the world lack access to clean drinking water. But this Israeli machine could change that. It literally makes clean water out of thin air. Bottoms up. Now this is the scary part. In 2025, it's estimated that 2/3 of the world won't have access to clean drinking water. That's just from now, 6 years. The Israeli company WaterGen says they have the solution. Their technology captures humidity in order to make drinking water out of air. Then it cleans and adds the minerals necessary to make the water safe to drink. This machine can serve around 2,500 people. This machine is making around 900 liters of pure drinking water. We have here the pipe that is going down to the offices and provide to the offices the drinking water. We install the dispensers in the offices, in the meeting rooms, and you can drink it in the building. The tech is becoming an absolute necessity in parts of the world where access to water is limited, and the facilities available can pose a danger. Countries like India, they have very bad piping. They have places that don't have piping at all. So if the pipes are bad and you have problem and heavy metals in the pipe, so you have the problem with the water that you're drinking. Contaminated water isn't the only issue. Just finding and collecting water in places like sub-Saharan Africa requires time and therefore money. UNICEF estimates that women in the region spent 16 million hours collecting water each day in 2017 alone. Luckily, WaterGen has developed a battery-operated solution that can make drinking water from air in regions without electricity. The machines have been used to provide water in emergency situations around the world. The issue is that in 20, 30 years is going to be another 2 billion people on the planet, and there is no new sources of the water to drink, and we have unlimited water in the air. That's why WaterGen may be the world's newest source and possibly the only source of water in the future. Today, only 3% of the world's water is fresh, and 2/3 of that is unavailable for use. The water is the next oil. Next wars are not going to be on oil, it's going to be on water. In one of our visits in India, they told that they are fighting inside the country between states because of the shortage of the clean drinking water. The WaterGen machine is even good for the environment. It doesn't require the use of plastic bottles because it can flow directly through a pipe. And since it creates water on the spot, no gas and money needs to be spent on transporting it. I'm just trying to figure out if I can get one of these in my own home. Turns out I can. WaterGen has just launched a smaller device that can be used to make water from air in your very own home. The at-home appliance, dubbed the Jenny, can produce 20 to 30 liters of water per day. This is not testing part of our journey here. The water from the air. The pipe. The hive. Voilà. Je sors de là et je reviens à mon écran antérieur. Voilà. Donc, vous avez vu vous-même. Hein, vous avez vu vous-même. Voici une entreprise innovante, une start-up en Israël. Et qu'est-ce qu'elle fait? Parce que vous connaissez vous-même les problèmes que l'État d'Israël a dans les conflits avec le plateau du Golan, etc., etc. Donc, ils ont mis au point une machine. Parce qu'en fait, ceux qui connaissent le cycle de l'eau, ça veut dire que, voilà, il y a de l'eau, l'eau s'évapore, ça va dans l'air comme humidité, ça monte et ça revient comme pluie,
ça irrigue les rivières, etc. C'est le cycle de l'eau. Donc, eux, ils ont mis au point une machine qui capte l'eau immédiatement dans l'air. Donc, qui capte l'humidité dans l'air et convertit cela pour faire de l'eau. Or, et avec cette eau-là, ça fait que désormais, pour avoir de l'eau potable chez soi, on n'a plus besoin de mettre les tuyaux pour transporter l'eau. On n'a plus besoin et en plus, ça ne fonctionne même pas avec l'électricité. Ça fonctionne avec un capteur solaire. Ça veut dire qu'on n'a ni besoin de branchement électrique, ni besoin de tuyaux électriques, de robinets, etc., de tout ce que vous avez là. Et on peut produire de l'eau chez soi pour sa douche, pour sa machine, pour etc., 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 etc. C'est la question, c'est voilà, de l'eau. Vous avez compris? À partir d'une innovation comme celle-là, il résout la question de l'eau. Si vous prenez l'ouest du Cameroun, qui est une zone montagneuse, donc où il y a beaucoup d'humidité, vous comprenez, par exemple, chez moi à Bouddha aujourd'hui, on a des problèmes de sécheresse, on a des problèmes d'eau alors que la zone est humide. Simplement à cause de certains paramètres que je ne vais pas évoquer ici. Avec une machine comme celle-là, on règle la question de l'eau. C'est-à-dire que les buildings comme les bâtiments, les grandes maisons, les hôtels, etc., etc., n'ont pas besoin de tuyaux pour manipuler de l'eau. Et à partir de ce moment, ça fait des économies énormes pour l'État en termes de branchement de tuyaux, en termes de branchement électrique, etc., 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 etc. Donc, comprenez une machine, une entreprise comme celle-là, WaterGen, son promoteur, une fois qu'il a une innovation comme celle-là, qu'il a brevetée pour 20 ans, vous devinez vous-même que quand il se lance sur le marché de l'Inde, les commandes, c'est des milliards de francs. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, ça crée de la valeur. Ça crée de la valeur parce que c'est une innovation. Ça crée de la valeur pour la communauté parce que ça change les habitudes des gens. Ça crée quelque chose de nouveau. Ça change la vie. Ça rend la vie plus facile, plus digeste. Et ça crée de la valeur également pour les actionnaires parce que ça devient, comme ça satisfait un besoin de consommation, c'est le produit acheté, donc ça fait rentrer de l'argent dans l'entreprise, du cash flow en quelque sorte. Donc voilà ce qu'on appelle une innovation, voilà ce qu'on appelle une entreprise innovatrice, voilà. Et c'est ça qui intéresse les fonds d'investissement. Et dans la région de l'Ouest, je dis ça c'est important parce que les gens qui sont de la région de l'Ouest, ça doivent comprendre que le futur des entrepreneurs de l'Ouest, c'est même pas dans la vente des friperies, c'est même pas dans la vente de la banane en bordure de route. Ça, c'était quelque chose qui a été fait par nos grands-parents, nos parents. Mais l'entrepreneuriat futur, là, dans le monde de demain, les niches où il y a l'argent. Je vais vous montrer par exemple, dans le monde de demain, les besoins en alimentation, c'est 10 trillions de dollars. Ça veut dire 10 000 milliards de dollars. Mais pourtant, les besoins dans la high-tech, c'est 40 000, donc c'est 4 fois plus. Ça veut dire que nous devons aller vers là, il y aura l'argent demain. Donc, ça veut dire qu'il faut aller dans la high-tech, dans la technologie, etc., etc., beaucoup de choses. Donc, on va en parler tout à l'heure. Donc, comme je disais, c'est quoi un fonds d'investissement? Je vais vous montrer donc ce que c'est qu'un fonds d'investissement. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un fonds d'investissement. Je repartage mon écran, donc. Voilà. Voici ce que c'est qu'un fonds d'investissement, donc. C'est ça un fonds d'investissement. En anglais, on dit private equity. Hein? What does each party bring to the table? C'est-à-dire que voici ce qu'ils appellent ça private equity ici, là. Ça, c'est les general partners et ça, c'est les limited partners, comme on dit. Ça veut dire que voici le fonds en lui-même, l'entreprise, le fonds en lui-même, il est ici, là. Il est au milieu, c'est ce qu'on appelle une interface. C'est l'interface entre ce qu'on appelle portfolio company, c'est-à-dire les entrepreneurs avec leurs projets ici, là. Et voici les fonds d'investissement qui est l'interface entre les pourvoyeurs de capitaux, ici, là, l'interface de fonds d'investissement et les entrepreneurs ou les entreprises à créer. Non, on appelle les entreprises portfolio ou le portefeuille d'entreprise que gère le fonds d'investissement ici. Donc, l'argent qui vient du fonds d'investissement vient d'abord des créateurs. Ça veut dire que moi, si je dis que le fonds d'investissement va de X, moi, j'ai ma part d'argent que j'amène là-dedans. Voilà ça, des créateurs ici.
L'argent vient des general partners, ça veut dire les grands fonds de pension, ici, là. Mais l'argent peut aussi venir, comme on dit, outside investors. Ça veut dire que, par exemple, c'est un fonds d'investissement sur le Cameroun, de la région de l'Ouest. Il peut être structuré de manière qu'on dise, bon, voilà, le créateur du fonds d'investissement apporte 10%, les grands fonds de pension américains apportent, par exemple, 50%, ça fait 60%. Mais ici, dehors, là, d'autres Africains riches fortunes mettent 10, qui sont pas camerounais mettent 10%. Les gens qui sont camerounais de la diaspora mettent 10%. Maintenant, les Camerounais originaires de la région de l'Ouest, hommes d'affaires mettent 10%. Et puis d'autres Camerounais qui sont pas de la région de l'Ouest aussi mettent 10%. Voilà. Ceux-là sont logés là. Les fonds de pension, les institutionnels sont logés là et les créateurs sont logés là. Donc, comme vous voyez, donc le créateur et les autres qui amènent du cash, ça va ici dans le fonds d'investissement. Le fonds d'investissement utilise ça comme vous voyez, on dit invest. Utilise ça maintenant pour investir ici, dans un portefeuille d'entreprise là. Par exemple, si on a un fonds de 100 milliards, on peut décider que voilà, 90 milliards iront au financement des investissements. Donc, ce sera en moyenne 3 milliards par investissement, ou par exemple 2 milliards par investissement. Donc, ça va faire à peu près 40 investissements environ. Donc, il y aura investissement A, B, etc., jusqu'à 40 entreprises. Voilà. Et ce qu'on va voir, regarder, c'est les capacités des entreprises à innover. Voilà, les entreprises innovantes. Et donc, c'est ça, les portfolios d'entreprises. Il y a un investissement qui va se faire là. Maintenant, le processus d'investissement, c'est très long, c'est quelque chose de très compliqué. Mais on aura l'occasion, j'espère, où je vous expliquerai cela. Voilà. Donc, je retrouve mon écran normal. Donc, j'espère que vous avez vu à peu près ce que c'est qu'un fonds d'investissement. Voilà. Gang Clovis dit, dans ce cas, le fonds d'investissement rentre dans le capital. Oui, oui, Gang Clovis. Le fonds d'investissement investit même d'abord en entrant uniquement dans le capital. Mais c'est un processus assez long. On aura l'occasion une autre fois. Je vais dire, moi, ce que je veux, la présentation d'aujourd'hui, c'est d'abord de dire quel type d'activité on finance. Voilà. Et pourquoi on peut miser sur la région de l'Ouest. Parce qu'il y a trop de sceptiques. Donc, il faut faire comprendre aux sceptiques qu'ils ont tort, voilà, de l'être. Voilà. Non, un fonds d'investissement, c'est ça. Donc, ce que je vous ai montré. Donc, comme je vous ai dit, là, on finalise en ce moment. On est en train de travailler dessus, mais ça va pas être facile. Il faut aussi dire la vérité. Ça va pas être facile. Au début, on était très enthousiaste. L'endroit où on peut trouver facilement les capitaux aujourd'hui pour travailler au Cameroun, c'est les États-Unis. Le problème, c'est que c'est là essentiellement que vous avez les capitaux pour la tech. Le problème aujourd'hui, c'est que le gouvernement camerounais est mal avec la loi, l'executive order qui a été pris aux États-Unis pour le suspendre de l'AGOA. Et j'avais bien dit, parce que malheureusement, les gens n'ont pas lu cet executive order. Il y a encore d'autres choses à l'intérieur de cet executive order qui va bloquer certaines choses. Je ne vais pas entrer dans les détails là, mais qui va bloquer certaines choses qu'on pouvait faire au Cameroun. Ça va pas être facile, donc, mais on va continuer à travailler. On va continuer à travailler, mais ça va pas être facile parce que tant que la crise anglophone persiste et tant que le gouvernement camerounais n'a pas mis en place de dialogue et n'a pas rassuré les États-Unis que voilà l'affaire, ce que Paul Biya a fait avec la décentralisation là ici à Washington, on veut même pas entendre parler de ça quoi. Même en France, on veut même pas entendre parler de ça. C'est-à-dire que je veux même pas, si je commence à parler de ça, je vais m'énerver et je vais dire des choses très désagréables. Donc, c'est une bêtise. Donc, c'est un chiffon que les gens ici ont jeté par la fenêtre. Ils veulent même pas entendre parler de ça. Le minimum, c'est le fédéralisme. Le minimum. Et il y a même des gens aux États-Unis qui pensent qu'il faut aller vers la confédération. Ça veut dire que des États indépendants, mais qui ont des accords de coopération. Voilà. Donc, le minimum, c'est le fédéralisme. Et ça va se faire. Ça se fera. Donc, en attendant, le Cameroun, il y a l'executive order avec l'AGOA qui est un peu un obstacle pour l'instant. Donc, on va regarder ça, on va voir, mais on va continuer à travailler parce que il vaut mieux avoir
beaucoup de choses bouclées et attendre simplement que ça bouge de ce côté-là. Voilà. Comme j'ai dit la dernière fois, nous envisageons la création de plusieurs fonds au fur et à mesure des années. Il y a dit que logiquement, si on travaille bien, tous les 5 ans, on peut créer un fonds. Tous les 5 ans, on peut créer un fonds. Et ça se fait. Et par exemple, si vous faites un premier fonds à 100 milliards et que le premier fonds est bon, vous pouvez faire un deuxième fonds à 3 fois plus, c'est que 300 milliards. Après, vous pouvez faire un troisième fonds. Ça veut dire, ça dépend. Et parce que, au fur et à mesure que vous faites des fonds, au fur et à mesure que les fonds sont successful, comme on dit, les investisseurs se bousculent dans le fonds. Donc, vu sur cet angle-là, on envisage vraiment de faire plusieurs fonds parce que au moins 5 fonds. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à l'ouest du Cameroun. Beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. Il faut qu'on arrête de bassiner. C'est-à-dire que si vous comprenez qu'on se lève alors qu'un jour comme celui-là, c'est férié, on a beaucoup de choses qu'on pouvait aller faire et qu'on décide de se consacrer à parler de fonds d'investissement, c'est parce que vraiment l'heure est grave. C'est parce que vraiment l'heure est grave. C'est que notre jeunesse ne mérite pas ce que nos élites sont en train de lui faire là. Moi qui parle, je suis une victime. Je ne serais pas venu aux États-Unis, j'aurais perdu tout ce que la famille aurait investi sur moi. Parce qu'on est dans un pays qui est une usine à gaz pour la jeunesse. C'est un fou crématoire pour notre jeunesse. Crématoire de ces opportunités. Mais rien n'est perdu. Donc, c'est une jeunesse qui a un potentiel. Dites-vous que nous, quand on était au lycée, on faisait la fête de la jeunesse. On voyait, je me rappelle, je ne sais pas où il est passé ce monsieur. C'était un jeune homme qui s'appelait Mofou. Il fabriquait déjà des fours pour boulangerie, je pense. On était dans les années... Roméo, on était en quelle année là, quand on faisait la fête de 11 février là. Le gars là venait de Bepanda. Il était installé à Bepanda face cinéma à l'Omisport. Il venait faire les démonstrations avec ses voitures. Il exposait ses fours. Il avait même créé une voiture. Je n'ai jamais oublié le nom là, au nom de sa mère. Ça s'appelait la Mofou Priscilla 14. Sa mère s'appelait Mofou Priscilla et sa mère l'avait accouché un 14. Donc, il avait donné le nom de la voiture Mofou Priscilla 14. C'était une voiture qui fonctionnait à l'eau. Voilà, il conduisait sa voiture, il descendait la voiture faisait le tour tout seul. Donc, on avait déjà des gens qui avaient une forte capacité d'innovation. Et il y en a d'ailleurs qui ont une forte capacité d'innovation. Les Camerounais ont du génie, ont du talent. Seulement que et le cadre légal, et les infrastructures économiques qu'il faut, et les modes de financement, et la législation, common law, etc., les tribunaux d'arbitrage, bref, il y a tout un ensemble autour. C'est pour ça que je dis que quand je fais live aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on va démarrer demain matin. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on est déjà en train de s'attaquer à ça. Au moins, on sait déjà ce qu'il y a à faire, et on est déjà en train d'aller palier par palier. Mais au moins, au moment où ça démarre, on n'aura plus le temps de faire des lives, donc ce sera déjà passé. Donc, on pourra faire plusieurs fonds. Je vais vous montrer comment ça se passe quand on fait plusieurs fonds. Je partage encore mon écran, share screen. Donc, je vous montre comment, quand je dis plusieurs fonds, là. Voici, voilà. Voici, par exemple, plusieurs fonds. Ça veut dire que on a là les LP, les GP. On a un fonds 1, fonds 2. Donc, moi, on est là. On a des partenaires là. Donc, on peut faire un fonds ici, là, dans la région de l'Ouest, pour financer les biotechnologies dans l'agriculture. On peut faire un fonds ici pour financer les entreprises de développement des logiciels de cybersécurité. On peut faire un fonds 3 là pour financer les entreprises dans l'énergie renouvelable. On peut faire un fonds 4 ici pour financer, etc., etc., avec les mêmes partenaires là. Et donc, faire plusieurs fonds. Voilà. Or, quand on regarde la région de l'Ouest, on a la possibilité de produire des logiciels, produire des applications. On a la possibilité de faire du commerce électronique ici. On a la possibilité de faire la biotechnologie animale. On a la possibilité de faire la biotechnologie humaine. On a la possibilité de faire les énergies renouvelables. On a la possibilité de faire la cybersécurité, etc., etc. Donc, c'est comme ça. Et donc, on peut créer plusieurs fonds. Parce que l'autre jour, quand j'ai parlé de plusieurs fonds, les gens disent, mais celui-là, c'est un fait, il est dans le fait ou quoi? Non. Le premier fonds peut avoir 100 millions. Le deuxième fonds a 200 millions. Ça fait 300 millions de dollars. 300 milliards de dollars. Le troisième fonds a 400.
ça fait 700, le quatrième fonds à 600, etc., etc. Et comme je dis, on parlait même jusqu'à 5 fonds. Donc, ce n'est même pas quelque chose de voilà. Il ne faut pas que ça vous effraie. Donc, je reviens encore à normal. Hein. Voilà, donc je pense que vous avez compris un peu. Donc, on peut faire plusieurs fonds de manière latérale. Voilà, de manière latérale. Voilà. Donc, on fera ces fonds-là. Voilà, donc il faudra être patient. Maintenant, les gens me disent, mais oui, mais si tu dis que tu vas faire les fonds dans la région de l'Ouest, quels sont les avantages que la région de l'Ouest procure pour que tu puisses faire les fonds d'investissement dans la région de... Quels sont les avantages que la région de l'Ouest procure pour que on puisse faire les investissements dans la région de l'Ouest du Cameroun? Ben, la région de l'Ouest a des avantages comparatifs. Comme je dis, il y a ce qu'on appelle les avantages comparatifs et les avantages compétitifs. L'avantage comparatif, c'est l'avantage que moi j'ai et que l'autre en face n'a pas. Voilà. Ce que j'ai d'unique que l'autre n'a pas et qui me permet de faire la différence. L'avantage compétitif, c'est quand une entreprise, par exemple, dispose des coûts qui sont plus bas que l'entreprise en face. C'est quand une entreprise, par exemple, peut faire une livraison en une journée quand les autres ont besoin d'un mois pour faire la livraison. Des choses comme ça. Donc, c'est ça, c'est l'avantage compétitif. Maintenant, la région de l'Ouest possède un avantage comparatif pour mettre sur pied des entreprises innovantes. Le premier avantage comparatif, c'est le capital humain qui permet de promouvoir l'économie du savoir. Ça, il faut qu'on le dise aux gens de la région de l'Ouest. Il est temps qu'on taise et il est temps que nos élites, ce n'est pas pour les attaquer, que nos élites aient un modèle inclusif dans la tête. Sortent du modèle de que ça doit seulement être leurs enfants qui doivent être quelque chose et pas les enfants des autres. Laissez ça. Ça, c'est ce que vous avez copié chez les autres. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on sait où vous avez copié ça. Chez ceux qui mangent les enfants des autres, les histoires comme ça là. Laissez ça là-bas. Vous ne pourrez pas développer votre région si vous pensez que c'est seulement vos enfants qui doivent être quelque chose. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On va développer une région si on met ensemble toutes les forces. Or, quand il s'agit de mettre ensemble toutes les forces, on parle du capital humain. Or, la région de l'Ouest a quand même une force aujourd'hui, c'est qu'elle a un capital humain dans le monde. Dans le monde de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche. 3 choses. Éducation, hein, l'éducation en général, ou l'éducation, l'enseignement, c'est ce que vous voulez, la formation et la recherche. 3 choses. Enseignement, formation, recherche. Appelons ça comme ça. 3 choses. Je répète, enseignement, formation, recherche. 3 choses. La région de l'Ouest, dans cet endroit-là, dispose d'énormément de capital humain. Ça veut dire d'hommes et de femmes compétents, aguerris, qui ont un savoir et qui sont un savoir de pointe, qui ont roulé leur bosse ou qui roulent toujours leur bosse dans les cercles très fermés où on se façonne les décisions dans l'économie mondiale. Donc ça, c'est important. Voilà. Donc, c'est du capital humain. Deuxièmement, ce capital humain doit commencer à être exploité pour promouvoir l'économie du savoir. Alors, tout à l'heure, quand j'ai dit l'économie du savoir, c'est quoi? Ah, voilà, Phil dit qu'il se rappelle la voiture. Voilà, c'était la Mofu Priscilla 14. Je ne peux jamais oublier ça parce que je me rappelle, mon camarade Romuald est encore là. J'étais le responsable du club journal au lycée, donc j'avais fait un papier sur ce monsieur. Donc, je l'avais interviewé avec le truc cassette là, le Walkman. À l'époque, on appelait. J'ai pressé le Walkman, je lui posais des questions, il répondait. Et j'avais fait le transcript de ça. Et la cassette là, je l'ai toujours à la maison, d'ailleurs, chez mes parents. Et donc, on avait posté ça sur Internet. On avait posté ça sur le dashboard, sur le tableau où tout le monde pouvait lire. C'était la Mofu Priscilla 14. C'était vraiment une très belle voiture. Donc déjà à l'époque, hein, je me rappelle, on était en quoi, en 88, je crois, quelque chose comme ça. Donc, comme je disais, le capital humain, l'économie du savoir, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, bah, c'est quoi l'économie du savoir? Je réponds,
l'économie du savoir, c'est l'économie du savoir, c'est tout ce qui a lieu avec l'éducation, la formation professionnelle, la recherche et les dérivés de cela. Ça veut dire que quand vous créez une école, il faut qu'on vous dise au Cameroun, les meilleures universités ici aux États-Unis sont des universités privées, hein, qui ont des actionnaires, qui font de l'argent, hein, qui sont structurés. Hein, c'est des groupes, en fait, c'est des groupes d'entreprises. Il y a une filiale qui gère les bâtiments, le real estate, une filiale qui gère l'événementiel, une filiale qui gère le food and beverage, une filiale qui gère les brevets, une filiale qui gère les droits, une filiale qui gère ce qu'on appelle le mouvement sportif, une filiale qui gère l'enseignement. Ils ont des filiales. Ils ont en plus des fonds de pension parce que comme ils ont pratiquement 8000 travailleurs, etc., c'est des mastodontes. C'est des mastodontes. Voilà, merci Romuald. C'est des mastodontes. C'est des mastodontes des universités. Quand vous entendez Harvard, Northwestern, Princeton, ça, ce ne sont pas des écoles publiques, ce sont des écoles privées. Voilà. Donc, et les Américains sont beaucoup attachés à l'école publique qu'à l'école privée, parce que l'école publique vous donne l'égalité des chances. Moi, par exemple, j'ai commencé dans l'école publique ici, c'est moins cher. Mais après, pour aller dans les secteurs de pointe, il faut passer par l'école privée. Donc, on voit sur le territoire de la région de l'Ouest se développer beaucoup d'initiatives. Hein. L'université de Tchang, l'université des montagnes, l'IUT Victor, le lycée technique agricole de Yabassi, les instituts polytechniques à Bouddha, à Crest, à Bouddha, à Bangang comme à Crest, à Bafang, etc., etc., etc. Il y a un foisonnement, Philippe Tankou, à Bafoussam, bref, tout ça. Il y a un foisonnement d'établissements d'enseignement supérieur dans la région de l'Ouest. Que ce soit des écoles polytechniques où on enseigne de l'ingénierie, il y en a déjà pas mal, où on enseigne des sciences médicales, il y en a déjà hein, à Tchang, à Bangante, etc. Et l'école des mines, par exemple, de Penka Michel, que va ouvrir Dieudonné Mbounié, il y a pas mal d'investissements de gens qui arrivent dans la région de l'Ouest. Et les gens doivent comprendre qu'on ne forme les enfants parce qu'on veut les empêcher. Comme j'ai entendu stupidité un jour d'une élite Bamileke, c'est pour que l'opposition ne les amène pas dans la rue. C'est pas pour ça qu'on forme les enfants. L'école forme dans des enfants, l'école doit aussi former des entrepreneurs. Et en ce sens-là, notre école de l'Ouest là qui est en train de se mettre en place, surtout l'enseignement supérieur, doit faire sa mue parce que je suis très critique du fait que, surtout l'université de Tchang, a beaucoup de filières, mais qui sont des filières littéraires. Bref, on est aujourd'hui à l'ère de la science et la technologie. Et en cela, il est temps que le corps professoral dans nos endroits là commence à intégrer des professionnels. C'est-à-dire que les histoires de toges là, où les gens portent des toges, machin, qui commencent à nous intégrer des professionnels, et ça c'est possible. Qui met des passerelles avec la diaspora, où il y a des ingénieurs qui travaillent chez BMW, des ingénieurs qui travaillent chez Mercedes, des ingénieurs qui travaillent chez Alstom, des ingénieurs qui travaillent chez Framatome en France, etc., etc., etc. Il y a du capital humain. Et ce capital humain-là, comme c'est le cas aux États-Unis, doit faire un pas pour entrer dans les universités et commencer à enseigner les gens, communiquer l'expérience, commencer à faire travailler les enfants sur des cas pratiques, hein, pour les faire réfléchir, pour les endurcir, etc. Et éventuellement commencer à les proposer des stages pour qu'ils puissent s'aguerrir. Mais en même temps, pouvoir déjà montrer à ces enfants que pendant qu'ils sont sur les bancs, comme c'est le cas des universités comme Stanford, Northwestern ailleurs, ils doivent toujours, j'insiste sur le mot, toujours travailler sur un projet professionnel. Et ne doivent pas avoir peur d'échouer. C'est ce que j'aime en Amérique. En Amérique, l'échec, ça ne veut rien dire. Au contraire même, on annule même celui qui a échoué. Le gars, il échoue lundi, le commandant m'a dit. C'est-à-dire que vous voyez les gens qui disent, oh ouais, j'ai échoué 7, 8, j'ai échoué 10 fois. Mais finalement, la 11e fois, ça a pris. J'ai échoué 14, la 15e fois, ça a pris. Et un millionnaire, tout des milliardaire en dollars. Donc, il ne faut pas qu'ils aient peur. Il faut, etc. Donc,
tout cela, la région de l'Ouest dispose aujourd'hui du capital humain. Ça, je dis ça pour les promoteurs des établissements privés qui doivent commencer à travailler et arrêter toujours de dire ouais, vraiment, j'ai pas d'argent. Non. Trouvez un moyen de faire un deal, mais faites-vous aider pour que, voilà, des gens commencent à investir. Les gens qui ont un certain background commencent à transmettre ce background-là dans les écoles. Moi, je prends toujours l'exemple. C'est pas pour faire de la publicité de la Crèce, par exemple, de l'école polytechnique à Crèce chez moi à Banga, hein, monsieur Vincent Kitio, voilà, qui a une grosse expérience dans les énergies renouvelables, une grosse expérience dans la construction, une grosse expérience dans l'agriculture biologique, qui a beaucoup de connexions, notamment avec ce qu'ils veulent faire avec l'université de Purdue dans le domaine de la santé, dans la formation, c'est-à-dire standard aux États-Unis. Voilà un bon projet. Et donc, il a amené du capital humain qui va venir d'ailleurs, qui va former des enfants dans les sciences médicales, dans l'agriculture biologique équitable, dans la construction, dans les énergies renouvelables. C'est que c'est ça. Et à partir de là, vous avez une pépinière d'entrepreneurs. Parce que le gars qui sort là, la dame qui a été bien formée dans les sciences médicales, le gars qui a été bien formé dans les énergies renouvelables, dans l'agriculture biologique, etc., ne vont pas seulement être des entrepreneurs, mais vont également arriver avec des innovations qui peuvent faire que ce qu'ils vont proposer aux consommateurs va être quelque chose qui change la vie. J'insiste bien, changer la vie. Aujourd'hui, on est passé de l'ère où on produisait pour produire. Le modèle productiviste. On produit en grande quantité, ça revient moins cher. Ce modèle-là est mort, il est derrière nous. Aujourd'hui, on produit, c'est la fonction d'utilité. Je prends un exemple. Le téléphone portable. Est-ce que le téléphone portable, c'est la chaîne, une boîte qu'on produit, allô, non. Le téléphone aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu peux faire là-dessus? Est-ce que c'est le smartphone avec ton doigt? Bientôt, c'est la 5G, etc. C'est la fonction d'utilité. C'est l'utilité qu'on regarde. C'est un peu le prix. C'est pour ça que je dis que le Bamileke doit sortir du commerce de... fait le prix, fait le prix. Quand j'entends ça, ça me gratte les oreilles. Fait le prix, on n'est plus à l'air de ça. Aujourd'hui, on est même prêt à acheter plus cher. Je prends... Bon, il y a des choses que je ne peux pas dire là. L'autre jour, on évaluait un projet... quelqu'un qui voulait investir dans la lunetterie, ce sont des Japonais, ils voulaient faire des acquisitions aux États-Unis. Et au moment où ils veulent faire des acquisitions, ils s'aperçoivent que voilà, un business où quelqu'un vend avec à 1200 magasins de vente de lunettes. Non, à 300 magasins de vente de lunettes. Et à côté, il fait un chiffre d'affaires qui est 6 fois plus grand qu'à côté, par exemple, de la chaîne Cartier, par exemple, qui est français, et qui a à peu près 120 magasins, mais ils ont préféré racheter Cartier. Parce que Cartier vend un article, ça coûte 12 fois le prix qu'on a dans la chaîne dans la chaîne qui fait du mass market. Mais en plus, Cartier vend des produits avec une fonction d'utilité. C'est peut-être la dame qui est âgée, mais qui on va lui servir une lunette qui fait fashion, mais en même temps qui lui permet, voilà, de rapprocher l'image. Bref, vend la fonction d'utilité. On ne produit plus en masse aujourd'hui. On produit intelligent, on produit pour satisfaire les besoins, pour changer la vie des personnes, voilà. Donc ça, il faudrait que nous comprenions ça. Et dès qu'on a compris ça, vous comprenez donc que l'argument qui consiste à dire, vous n'avez pas le pétrole, vous n'avez pas le bois, vous n'avez pas le terrain, vous n'avez... Non! Hein? Je vais vous montrer ce qu'on appelle un tech park. Dans une ville comme Changla, on peut mettre un tech park sur 10 hectares ou bien en Boudala sur 50 hectares. Et sur ce tech park-là, on produit 5 milliards de dollars, c'est-à-dire 2500 milliards, 10% du PIB du Cameroun. Je dis sur 50 hectares. On produit 10% du PIB du Cameroun sur 50 hectares. Combien faut-il d'hectares de palmeraies ou de bananes pour produire 2500 milliards de CFA? Vous comprenez? Donc c'est ça, il ne faut pas qu'on nous... Voilà, etc. Donc il faut changer de modèle. Il faut changer de modèle. Ensuite, d'autres paramètres, c'est la diaspora des Grassfields. La diaspora des Grassfields a accès au playground, ce qu'on appelle le playground. Ça veut dire que
l'économie les entreprises innovantes, pour la plupart, se retrouvent aux États-Unis, où le système universitaire et institutionnel a mis les moyens pour que les gens puissent voilà, évoluer dans ce genre d'économie. Donc, aux États-Unis, l'Europe, la Chine, le Midwest, on appelle le Mid-East, c'est-à-dire le Moyen-Orient, Israël, Dubaï, etc., et l'Inde, voilà les playgrounds, et puis depuis peu la Russie qui arrive aussi. Donc voilà les playgrounds là où ça va vraiment se jouer. Et puis il y a les petits aventuriers là, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, bon ça c'est plus l'aventure. Pour l'instant, il n'y a rien de vraiment structuré, solide dans ces coins-là. Ils se battent encore. Mais voilà les playgrounds. Et dans tous ces playgrounds-là, vous retrouvez des enfants de la région de l'Ouest avec autorité. Vous avez vu vous-même nos frères, je ne vais pas citer leur nom là, qui sont à la Silicon Valley. Il n'y a pas que eux, moi j'en connais beaucoup à la Silicon Valley, beaucoup. J'en connais beaucoup à la Silicon Valley, donc c'est important, c'est très important. Donc j'en connais beaucoup à la Silicon Valley. Donc vous avez beaucoup de nos frères qui sont dans ces endroits-là, à la Silicon Valley, qui sont dans des grands centres en Europe, qui sont dans des centres en Israël, qui sont dans des centres à Dubaï, qui sont dans des centres en Chine, à Shenzhen. J'en connais beaucoup, j'en connais beaucoup. Et donc, ces compatriotes qui évoluent dans ces endroits, qui ont soit créé des entreprises, qui sont soit partenaires, etc., qui lèvent des fonds, qui font des choses importantes, sont des personnes ressources pour pouvoir impulser la nette économie, même pas seulement la nette économie, et impulser les entreprises innovatrices. J'insiste bien sur le mot. Entreprises innovatrices, donc créatrices de valeur dans la région de l'Ouest. Je dis encore, et ça c'est, il faut que nos élites comprennent bien, c'est-à-dire que je prends un exemple. La région de l'Ouest a 1500 km². Je prends que 1 km², c'est 10 hectares. C'est ça? 1 km², oui, c'est 10 hectares. Ça veut dire que 100 km², ça va faire 1000 hectares. Je vous dis, on fait 1/10 du PIB du Cameroun sur 50 hectares. Voilà. Ça veut dire qu'on fait 2 fois le PIB du Cameroun sur 100 km². On fait 2 fois le PIB du Cameroun de maintenant, là. On fait ça sur 100 km². Le PIB du Cameroun, là, c'est environ 25 000 milliards. On est capable, dans la région de l'Ouest, sur seulement 100 km², de faire 50 000 milliards, donc 2 fois le PIB du Cameroun. Donc ça, vous comprenez l'intérêt qu'il y a à pouvoir focus sur la région de l'Ouest. Vous avez vu dernièrement le gars qui fabrique des couveuses. À 1 km², égale 100 hectares. Merci autant pour moi. Voilà, je n'ai pas ma calculatrice sur moi, c'est souvent mes données, des données qui m'échappent quand il faut passer du inch au machin, là, avec les conversions des Américains. Voilà, 1 km² égale 100 hectares. Donc, vous comprenez que sur 10 km², on peut produire 2 fois le produit intérieur brut du Cameroun. Sur 10 km², 2 fois le produit intérieur. Parce que 10 km², ça va faire 1000 hectares. 1000 hectares. Donc, on peut produire 2 fois le produit intérieur brut du Cameroun. Sur 10 km². Sur 10 km², je dis bien. 2 fois le produit intérieur brut du Cameroun. C'est possible. C'est possible. Donc, il ne faut pas que les gens aient peur ou machin. Simplement, il faut changer de modèle. Et nous avons les atouts. Vous avez vu, vous, je ne sais pas, c'est vous qui avez vu, quand on a dit, ça j'ai été un peu déçu parce que quand il y a eu la crise du Covid, moi j'ai reçu beaucoup de personnes qui disaient, oui, voilà ce qu'on peut faire dans le domaine de, on peut faire telle machine, dans le les couveuses, le monsieur qui fait les couveuses pour les bébés. J'ai vu, c'est là où le déclic m'est venu. J'ai reçu dans ma boîte et dans mon inbox, etc., plus de 200 et des bons projets, des gens qui sont capables de faire de bonnes choses. Imaginez le gars qui fait des couveuses, là. Un gars qui fait des couveuses comme ça, si on améliore encore son produit, il y a encore des choses à améliorer sur son produit. Mais lui-même, il est conscient. Il vous dit que voilà, le produit là, il a au moins 100 innovations dans son ordinateur. Il est capable de mettre version, démarrer à la version 10, version, etc., etc. Chaque année, il change de version.
Et si on améliore le produit, le gars, il peut se lancer sur le marché et supposer qu'il a à vendre 100 000 couveuses sur le continent africain ou 500 000 couveuses. Imaginez ce que ça peut faire en termes de chiffre d'affaires, d'emploi, de business, d'employés et de création de valeur pour la communauté et même pour les actionnaires. Donc, je prends seulement un exemple là. Mais sinon, il y a des centaines d'exemples. Hein, je ne vais pas tout dévoiler là. Non, nos jeunes savent faire de bonnes choses. Les ingénieurs dans notre région à l'ouest là sont très ingénieux. Les enfants qui sortent de IUT Banjul, les enfants qui sortent de l'école, vous avez même vu l'autre que j'ai posté là sur mon mur, hein, les jeunes qui ont fait la pharmacie à l'université des montagnes. Il y en a qui sortent de l'université de Tchang, qui ont fait l'arboriculture, qui ont découvert des choses dans la pharmacopée. Je ne vais pas dire certaines choses ici là, mais on reçoit beaucoup de choses, hein. On reçoit beaucoup de choses. Et on a des groupes Telegram où on travaille beaucoup là-dedans, mais c'est confidentiel. Et c'est bien qu'on respecte la confidentialité. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont des ingénieurs, des inventeurs qui savent faire beaucoup de choses. Voilà. Qui savent faire, produire un Moi, j'ai vu à l'ouest des jeunes enfants qui savent produire des équipements pour l'agriculture dans des pays comme Singapour. Mais simplement, il manque quelqu'un qui va leur mettre le milliard dans un financement structuré pour qu'eux commencent à produire et mettre dans les conteneurs pour envoyer à Singapour. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que... C'est pour ça que j'ai dit que arrêtez de dire que l'Ouest, c'est l'endroit où on va faire... C'est-à-dire que c'est presque maladif. À peine quelqu'un, oui, non, oh, l'économie marche au village. Hein. Tu sais qu'il y a trop de funérailles là-bas. Arrêtez ça. Arrêtez ça, pardon. Ça fait mal aux oreilles. Arrêtez de dire ça. Ne dites plus jamais ça. Voilà. Il y a un gros potentiel. Il y a les ingénieurs. Je pense que ce qui manque beaucoup, c'est les supports techniques. C'est les supports financiers. Mais les supports techniques, ça, je ne vais pas exposer là-dedans. Il y a les supports financiers qui leur manquent, mais on va commencer à travailler avec les fonds qu'on est en train de bosser dessus. Et puis, il manque les parcs technologiques. Il n'y a pas les parcs technologiques. Il n'y a pas les parcs technologiques. Donc, je vais vous montrer comment les parcs technologiques. Les atouts aussi, c'est les atouts, c'est que il y a beaucoup de secteurs qui sont des secteurs, voilà, des secteurs bien où notre jeunesse peut investir à l'intérieur. La cybersécurité, par exemple. Aujourd'hui, on va vers la cybersécurité avec tout ce qui est piratage des données, parce que les ordinateurs, les téléphones portables, les laptops, les connexions, quand elles sont pas sécurisées, tout ça, ça favorise beaucoup de vols de données, beaucoup de vols d'informations. Et là-dessus, la cybersécurité est un grand marché, un très grand marché. Il y a le marché du commerce électronique. Donc, le marché du commerce électronique, c'est un grand marché aussi. Il y a le marché du codage. Le marché du codage, c'est un grand marché aussi. Donc, tout ce qui est coding, concevoir des sites Internet, des applications, etc. Il y a le marché du logiciel, qui est un grand marché. Les logiciels de comptabilité, les logiciels de gestion des administrations, les logiciels de gestion de stock, les logiciels de financiers pour les entreprises en bourse, les logiciels de supply chain, etc., etc., etc. Il y a beaucoup les logiciels de télé, pour la météo, plein de choses. Voilà. Il y a les télécommunications par télévoix IP, etc., etc. Plusieurs modes de télécommunications. Il y a CDMA, etc. Et il y a la biotechnologie. La biotechnologie, elle est de deux choses. Il y a la biotechnologie humaine et la biotechnologie animale. Donc, ça, c'est des secteurs. Hein. On a aujourd'hui une faculté de médecine à l'ouest, qui est une très bonne faculté de médecine, à l'université de Montagne. On a aujourd'hui la faculté de médecine de l'université de Tchang qui va entrer en place. Et j'espère qu'il y aura d'autres. Il y a, par exemple, ACRES qui va former des gens dans le domaine des sciences médicales. Peut-être pas des docteurs, mais va produire des infirmiers au niveau, comme on dit, master de nursing aux États-Unis, en partenariat avec une université américaine qu'on appelle l'université de Purdue. Voilà. Donc, les énergies renouvelables,
C'est très important, les énergies renouvelables. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, la vidéo de la compagnie israélienne qui aspire l'humidité pour produire de l'eau. Tout ça, c'est l'énergie. L'énergie, c'est l'électricité, l'eau, les hydrocarbures. Donc, comment on fait pour ne même plus utiliser le gazole, etc. Il y a plusieurs. Il y a la sécurité. Moi, j'ai vu un jeune là, je ne vais pas entrer trop dans les détails, qui a envoyé un projet d'Internet à partir de la lumière. Un autre a envoyé un projet de la sécurisation de votre voiture, de votre maison, etc., etc. Comment vous pouvez être partout dans le monde et vous voyez. Il y a tout ça. Il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc ça, ce sont les atouts qu'on a. C'est que c'est une jeunesse qui est dynamique. Simplement, il faudrait que maintenant, là, je suis pas pour la décentralisation. C'est une aberration. Mais on doit commencer un peu comme quand, bon, voilà, on ne peut pas être d'accord avec Bia, mais on paye ses impôts. On est obligé de travailler quand même avec ça en attendant qui est mieux demain. Il y a se battre pour qui est mieux demain. Et là-dessus, sur ce qu'on appelle décentralisation, là, je pense qu'il est temps que les nouvelles autorités qui arrivent, mais également les fonctionnaires, l'administration déconcentrée, et surtout les maires qui se sont élus directement, pas les gens qui sont élus indirectement, les députés dans une région comme la région de l'Ouest, et les élites qui vivent en ville, la diaspora, commencent à être conscientes que du fait qu'il va falloir commencer à développer l'entreprise innovante. Si nous voulons nous développer vite, parce qu'on doit avoir un modèle économique. Le modèle économique ne peut pas être OK, la palmeraie, parce qu'on n'a pas, voilà. Ça ne peut pas être le coton, parce qu'on n'a ni le climat, ni l'espace pour faire ça. Mais le modèle économique peut être un autre. Et je vous ai expliqué comment sur 10 km², on peut doubler le PIB, on peut multiplier par 3 le PIB du Cameroun. Donc, être en haut quand les gens sont, je veux dire, voilà. Donc, ça, c'était important. Maintenant, les faiblesses que nous avons aussi dans la région de l'Ouest, nous avons des faiblesses, c'est que nous n'avons pas de stratégie pour l'instant permettant de construire des zones industrielles. D'abord, c'est très important. Des parcs d'activité, parcs d'activité pour tout ce qui est activité commerciale, des stations, j'allais dire station F, mais des gares routières modernes pour le transport, des zones industrielles pour la transformation industrielle, la création des industries, la manufacture. Et enfin, il y a des parcs technologiques. C'est important, les parcs technologiques. Je dis ça, les parcs technologiques. Je dis ça parce que les parcs technologiques, je vais vous montrer deux choses. Je vais vous montrer trois même. Je vais partager mon écran. Je vais vous montrer comment les Japonais ont délocalisé en Israël. C'est-à-dire que parce qu'au Japon, le vieillissement de la population, l'absence de développeurs, les Japonais ont construit un parc technologique. Ça veut dire que le gouverneur le président du conseil régional de la région de l'Ouest, il devrait se rapprocher, par exemple, de la diaspora. Pour qu'on lui dise, parce que moi, il y a des choses que je ne peux pas dire dans un live comme ça. Les tuyaux où il peut trouver des investisseurs qui viennent construire un parc technologique. Parce qu'avec un parc technologique dans la région de l'Ouest, là-bas, vous pouvez commencer à développer. Les Japonais, par exemple, ils ont conçu ça en Israël pour délocaliser la production des jeux vidéo. Donc, je vais vous montrer. Après, je vous montrerai, par exemple, un parc technologique en Israël. Bon. Là encore, je partage mon écran. Bon. Ça, je pense que vous voyez ça. Ça, c'est le premier ministre japonais, Shinzo Abe. Le voilà qui est là, à l'écran, là. Et il est ici en Israël, à Jérusalem. Donc, voilà en Israël. Et là, en Israël, là, le voici. Il est en Israël. Voici un parc technologique. Le Japon va financer et construire tout le parc technologique là qui est là. Donc, le Japon va financer ça, là, jusque là, ça. Voilà un cours d'eau même qui traverse là. Donc, ils vont faire un pont ici, là, etc., etc. Voilà.
le parc technologique. Il y aura plusieurs blocs là, les routes, il y a le cours d'eau là, etc. C'est le Japon qui va financer ça. Donc, le voilà là avec le ministre israélien du commerce, hein, l'ambassadrice d'Israël au Japon, etc. et les entrepreneurs japonais, etc., etc. Donc, Shinzo Abe, le voilà là. Et il est en visite ici en Israël. Donc, vous comprenez que nous aussi, nous pouvons nous appuyer sur la coopération, même décentralisée, pour pouvoir construire une infrastructure de parc technologique dans la région de l'Ouest. Deuxième chose, voilà ce parc-là, une fois qu'il est achevé, le voilà là, comme vous pouvez le voir. Donc, vous avez la route, les cours d'eau là, les autoroutes qui traversent, etc., etc., stations d'eau, etc. Tout ça, c'est le parc technologique là. Il y a plusieurs buildings là, et les gens viennent, vivre et travailler à l'intérieur là. Donc voilà, c'est ça un parc technologique ici là. Donc, je reviens, je sors de mon écran, voilà, je reviens là-dedans. Vous avez vu même ce que c'est qu'un parc technologique. Et je vais essayer de vous montrer un parc technologique. Je ne sais pas si j'en ai un là en Israël. Donnez-moi une minute que je regarde ce que je peux avoir là. Attendez, je regarde ce que j'ai prévu comme vidéo. Ouais. Ouais. Voilà. Je mets là un parc technologique. Voilà, je vais vous montrer une autre vidéo là. Vous êtes là, là? Ok. Je vais montrer donc une autre... faut savoir dire que les enfants de l'Ouest vont se réveiller. L'Ouest n'est pas un cimetière. Ben, il faut qu'on se réveille, bon sang. Il faut qu'on se réveille. On ne souhaite que ça. Donc, je partage mon écran là. Je vous montre encore là, voilà. Je vous montre ici une vidéo. Voilà. Well, unicorns are also popping up in Israel. In the tech world, C'est un parc Israel is known technologique. as the startup nation. After China and the US, it has more NASDAQ-listed companies than any country in the world. So what's Israel's secret? CCTV Stephanie Fried finds out. It's called Silicon Wadi. Wadi in Arabic means valley. Israel's Silicon Valley is absent the expansive ones of California campuses. The standard office view here is a highway. But views are clearly not the key to the country's tech success, marked in recent years by so-called unicorns, companies snapped up for $1 billion or more, starting with Google's 2013 buyout of Israeli navigation app Waze. Alongside the unicorn craze, a majority of today's Israel tech investors are from China. China has invested $8.5 billion into Israel in 3.5 years. In his recently translated to Chinese book, Investment Power, Edward Kuckerman knows some keys to Israel's success. We have 7 ingredients that have an impact or explain the success of the Israeli high-tech industry, but one of the elements is the role of the military. Most of those behind the country's startup successes served in intelligence and Air Force units in the Army. They applied gleaned know-how to civilian sectors. An example, the direct correlation between military and high tech, one cybersecurity company that hit the NASDAQ right public last year, and they doubled against it. Their market cap, $2 billion. When they started developing their cybersecurity protection in the 90s, the word cyber was a relative unknown. Today, we are protecting more than 1,800 global enterprise customers, which includes 40% just of the Fortune
Fortune 170 of the top 20 global banks, and most of the leading enterprises in each. Another of the key ingredients behind Israel's tech success, the chutzpah, or cheeky factor. Insiders here say Israelis aren't afraid of taking chances, and they usually don't take no for an answer. Stephanie Fried, CCTV, Tel Aviv. Bon, je reviens. Je mets sur un partage d'écran, voilà. Donc, vous avez vu vous-même, ça c'est une zone, un parc industriel en Israël. C'est un parc industriel en Israël. Et dans ce parc industriel, vous avez vu qu'on crée des entreprises de cybersécurité. Bon, je ne peux pas tout dire là parce que ce serait très long. Mais parce que après il y a ce qu'on appelle exit. Ça veut dire que la sortie, EMC carré, ça a été une très grande réussite parce que la sortie s'est faite sur le Nasdaq aux États-Unis. Ils ont eu une valorisation avec une grosse capitalisation boursière. Ça veut dire que beaucoup d'investisseurs ont demandé ces actions, donc ça a augmenté sa capitalisation boursière qui allait jusqu'à 2 milliards de dollars, donc 1000 milliards de francs CFA. Donc vous pouvez voir un peu 1000 milliards de francs CFA, comprenez? Une entreprise. Et ça fait, c'est le fruit de quoi? 1000 milliards de francs CFA, c'est le fruit de 10 ans de travail. Alors que nous avons des pères bamileke commerçants qui sont assis au marché Mbopé, ils travaillent là-bas pendant 30 ans, ils n'ont même pas un fonds de 200 millions. Et tous les jours, ils sont là, oh, nous avons le pouvoir économique. Vous n'avez aucun pouvoir économique. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on ait le courage de vous dire, ça ne vous plaît pas, vous pouvez envoyer des messages inbox en disant, ne commentez pas le mur de celui-là, n'allez pas là. On n'a rien à foutre. Je ne connais personne parmi vous là, ça reste virtuel et je pense même pas qu'il y a des chances qu'on se rencontre un jour. Voilà. Ce qu'on fait là, on le fait pour éduquer nos petits frères. Donc, il y a beaucoup de choses. Voilà, comme j'ai dit, les universités comme Carnegie Mellon, Stanford, Virginia Tech, University of Michigan ont des programmes adaptés au marché de l'emploi. Voilà, au marché de l'emploi, voilà, etc. Voilà. Donc, ça, c'est très important. C'est très important. Donc, on n'a pas d'industrie, de tech. On n'a pas d'industrial park. C'est ça, ça doit interpeller les populations. C'est que Paul Biya porte une grosse responsabilité. Il nous a fait trop de mal. Moi, je le dis aux parents qui disent, oh, je dis, il nous a fait du mal. Et il faut qu'on le lui dise quand il est vivant. C'est pas quand il sera mort qu'on va lui dire ça. Quand il est vivant, on lui a dit, Paul Biya, que tu nous as fait trop de mal. Regarde où notre pays est. On te dit même à l'international, réforme le pays, mets le fédéralisme avec des vrais pouvoirs pour des gouverneurs élus qui peuvent se déplacer, aller chercher des partenaires, comme vous avez vu les Shinzo Abe là. Pour venir, non, tu dis que non, on va mettre le gouverneur. Oh, le gouverneur que tu as nommé là, lui, il est là seulement pour interdire les manifestations, contrôler l'opposition. Maintenant, le président du conseil régional que tu as encore nommé est là seulement pour, voilà, par exemple, à l'Ouest, on dit, oh, c'est l'ami des gens que il doit sa nomination. Donc, il ne peut rien faire. Et on perd du temps. On perd du temps. Et c'est la vie des gens, des enfants, des gens que vous êtes en train de bousiller comme ça là. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas réaliser, faire des choses. Bon, de temps en temps, vous pouvez laisser quelqu'un qui prend l'argent que vous êtes allé déposer dans un fonds en Angleterre, vous venez construire un supermarché, vous prenez un tintin, vous mettez devant, vous dites que voilà, pouvoir. Bon, ça, on connaît ça. Bon, mais la réalité, c'est que dans notre région, voilà une région là, on ne peut pas se développer et nos élites doivent comprendre ça. Si on n'a pas des parcs industriels, si on n'a pas des parcs high-tech, si on n'a pas des zones d'activité commerciale, si on n'a pas des centres pour le transport, etc., les aéroports, des ports secs, etc., etc., si on n'a pas ces infrastructures-là. Mais le jour où on a conçu toutes ces infrastructures-là, la carte économique de la région de l'Ouest va changer complètement. Tout ce que les gens font à Douala, machin, là, ils vont commencer à courir pour revenir à l'Ouest. Avec de l'argent, avec des capitaux. Ça, c'est important de le dire. Voilà, c'est important de le dire. La région de l'Ouest a aussi un problème, c'est qui est limité, c'est l'accès à l'électricité, mais ça, ce ne sont pas des obstacles insurmontables. C'est des obstacles surmontables. Ensuite, il y a l'aéroport de Bafoussam parce que on ne pourra rien faire dans l'Ouest si on ne met pas en route l'aéroport de Bafoussam. Aujourd'hui, les hommes d'affaires, le temps, c'est l'argent. Le temps, c'est l'argent. Franchement, le temps, c'est l'argent. Hein, je veux dire que si quelqu'un commence à dire maintenant que voilà,
en une semaine, je peux faire, je sais pas moi, combien de centaines de milliers de miles en avion pour aller peut-être au Mexique, revenir, aller au Brésil, revenir, aller au Canada, revenir, aller à San Francisco, aller tellement sur l'avion que quand tu descends là, tu descends un petit tes pieds touchent le sol. Les gens ne vont pas me croire parce que les hommes d'affaires veulent aller vite. Alors, s'il faut à chaque fois descendre à Douala et passer une nuit pour arriver à Bafoussam, mais non, ça ne va pas marcher. Il faut que l'aéroport de Bafoussam soit fonctionnel, surtout qu'elle est à 1 heure de Lagos, je dis bien, 1 heure de Lagos, qui lui donne un avantage compétitif. Voilà. C'est un facteur déterminant pour le développement de l'entreprise innovante. Parce que les investisseurs, pour pouvoir investir dans un projet, il va falloir qu'ils se déplacent pour faire un pitch. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Ça, c'est important. Maintenant, pourquoi les banques commerciales au Cameroun ne financent pas les entreprises high-tech, donc les startups, etc. Ben parce que les banques ne savent pas faire ça et parce que c'est pas leur métier. Le banquier, lui, donne des concours, il peut donner des concours à la start-up. En tant que le banquier, lui, commercial, il comprend. Déjà, ici aux États-Unis, il ne comprend pas bien. C'est ça qu'ils ont dans les grandes banques. Ils ont, par exemple, Goldman Sachs, il y a la banque d'affaires, Wells Fargo, il y a la banque d'affaires, il y a la banque commerciale. Voilà. Et il y a la banque d'affaires, la banque commerciale. Donc, c'est la banque d'affaires qui gère ces divisions-là. Mais en même temps, la banque commerciale chez nous, telle que se pratique aujourd'hui au Cameroun, elle n'a pas de chance, quoi. Elle n'a pas de chance, elle n'a pas de chance, elle n'a pas de chance et elle n'a pas de chance de financer ce type d'investissement-là. Et donc, ça veut dire que les entrepreneurs camerounais, s'ils doivent seulement attendre la banque commerciale, jamais, parce qu'ils n'ont pas de titre foncier. Vous imaginez-vous, les Bill Gates n'avaient pas le titre foncier quand ils ont conçu Microsoft. Les Steve Jobs n'avaient pas le titre foncier quand ils ont conçu Apple. Les John Chambers n'avaient pas le titre foncier quand ils ont conçu Cisco. Les Carly Fiorina n'avaient pas le titre foncier quand ils ont conçu Hewlett Packard, etc., etc. aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est pas une affaire de, c'est-à-dire que l'entreprise innovante, la matière première, c'est ça, dans l'entreprise innovante. La matière première, voilà, la robotique, la domotique, toutes ces histoires-là, c'est la matière première vient de là. Donc, ça élimine tout ce qui est titre fondant. C'est ça que le business-là, c'est pas le domaine du banquier commercial. Ce qui veut dire que une fois que les fonds d'investissement sont en place, il y aura 80, 90, voire 100% de chances pour que nos jeunes dans la région de l'Ouest puissent compétir. Comme j'ai dit par exemple la dernière fois, vous avez vu quelqu'un qui vous disait qu'il fait les couveuses. Vous pensez que si un gars comme ça, on lui met 2 milliards sur la table, mais il va vous sortir une usine comme les Elon Musk font ici aux États-Unis. Et si c'est divers fonds qui lui mettent 5 milliards de francs, mais il sort une usine. Si lui est honnête, intègre et qu'il gère bien les choses avec une bonne gouvernance d'entreprise, ça devient un gars qui vous sort une usine qui va employer 1000, 2000 personnes. Même si c'est 500 personnes. Et avec une production accrue, des sous-traitants, des partenaires dans l'entreprise, des fournisseurs, des clients, des prestataires de services, ça va être un business qui génère beaucoup de choses. Donc, il est temps que, je le dis encore, que nous misions. Il y a un journaliste là qui aime trop insulter la diaspora et Kanto. Il s'appelle Michel Mumbio, voilà. Son nom est revenu, j'ai cherché ça depuis. Michel Mumbio, je pense qu'une fois, il avait dit quelque chose qui est très vrai. Il avait dit deux choses. Il avait dit que les élites de l'Ouest viennent au village construire les maisons. Ils abandonnent. Et construisent des maisons et ils logent le bororo dedans. Et ils construisent les écoles au village parce qu'ils veulent un nom. Et les enfants du bororo viennent fréquenter là-dedans. Et les enfants du bororo, c'est eux qui commencent à sortir des ingénieurs. C'est un constat. Hein, je trouve même que c'est bien parce que c'est bien que les gens aient à l'école. Hein, c'est un constat. J'ai rien contre les nomades. Non, il avait fait ce constat. Mais c'est le deuxième constat, moi, qui m'avait plus parlé. Parce qu'il avait dit, regardez, nous persistons là, les gens de l'Ouest sont là en train de dire, oui, on est dans le commerce du riz, du macaroni, du beurre, du sucre, etc., etc., etc. Qui, comme je vous ai dit, par exemple, quand on prenait le produit intérieur brut du Cameroun, des États-Unis, l'agroalimentaire et l'agriculture aux États-Unis représentent 1109 trillions de dollars. Dont 1,1 milliard de dollars.
Donc 1109 trillions de dollars, soit 5,2% du PIB. En revanche, la high-tech aux États-Unis représente 1,8 trillion de dollars, soit 1800 millions de milliards de dollars, et représente 10% du PIB. Mieux, ça crée désormais 12 millions d'emplois, alors que l'industrie de l'alimentaire, de l'agriculture ne crée que 6 millions d'emplois. Or, la high-tech, ça a commencé quand? Ça a commencé quand Clinton était au pouvoir, là. Il a lancé ça aux États-Unis dans les années 90, là, en 1990. Donc, regardez que sur 30 ans, voilà, ils font déjà 10% du PIB. Alors que l'industrie agroalimentaire, c'est depuis 400 ans ici. Donc, vous voyez qu'en 10 fois moins d'années, les gars, ils font 2 fois plus que l'industrie alimentaire. La marge de progression dans l'entreprise innovante, elle est grande. Ça veut dire que le modèle économique aujourd'hui, c'est l'innovation perpétuelle. Donc, ça veut dire que nous devons aller vers l'innovation perpétuelle dans la région de l'Ouest. Donc, nous devons aller vers l'entreprise innovante, en fait. Le business des Bamileke, des gens des Grassfields, disons ça comme ça. Des Grassfields, je vois les Grassfields. C'est-à-dire que le nord-ouest, le sud-ouest, la plaine du Mbam, la plaine du Nkam, le Mungo, etc., etc. Dans ces bassins-là, c'est pas la peine, moi, c'est ce que je pense, hein, de dire, parce que quand je dis entreprise innovante, ça ne veut pas dire, c'est-à-dire que l'innovation, ça ne veut pas dire, par exemple, qu'on ne peut pas faire l'agriculture, mais c'est comment on fait l'agriculture. Attendez que je vous montre quelque chose. Ça, c'est en Israël toujours. On reste toujours en Israël. On reste toujours en Israël. Je vous montre une entreprise israélienne qui produit des champignons. Vous allez voir. C'est ce qu'on appelle les biotechnologies. Elle utilise les champignons et par exemple, elle n'a pas besoin d'amener de l'eau pour faire de l'irrigation. Elle utilise une technique de captage justement de l'humidité dans l'air qui lui permet de faire de l'irrigation sur place. Donc, ça veut dire que la production de champignons revient tellement moins cher et le cycle devient très important. C'est-à-dire que, comme dit le gars lui-même, il fait quand soit 470 à 500 tonnes par mois. Voilà. Je pourrais vous montrer celle-là aussi. Vertical farming. Ok, attendez. C'est les biotechnologies. Je vais vous montrer 2 vidéos même. On va aller à 2. Je vous montre celle-là. Bon, je vous montre celle-là. Je partage mon écran pour que vous voyez, par exemple. Pour que vous compreniez, quand on dit l'entreprise innovante, l'entreprise innovante peut être dans le domaine de la médecine, peut être dans le domaine de l'agriculture, peut être dans le domaine du transport, peut être dans le domaine des télécoms, peut être dans le domaine du logiciel, peut être dans le domaine de l'éducation, etc., etc. L'innovation, ça veut dire faire les choses vite, avec les coûts moindres, avec une pénibilité faible, etc., etc., de manière à ce que ça change le quotidien des gens. Hein, par exemple, comme avait dit quelqu'un, c'est que une application qui permettrait que quand on vous prescrit une ordonnance, vous savez où le médicament est disponible, à quel coût, avant de vous diriger vers une pharmacie. Et vous savez quelle est la pharmacie la plus proche qui propose le meilleur coût, etc. Tous ces paramètres-là. Et que vous puissiez faire la décision en 5 minutes. Ça vous évite d'aller faire le tour de la ville en 3 heures, 4 heures avant de trouver le médicament quelque part. Ça vous permet de vous le procurer en 15-20 minutes. Vous gagnez énormément de temps. Donc, c'est ça, c'est important. Là, par exemple, je vais vous montrer 2 vidéos d'innovation dans le domaine de l'agriculture pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Donc, là encore, je partage mon écran, share screen. C'est en anglais, après je vais vous expliquer. Voilà. Voilà. ये हम लोग टर्मरिक वर्टिकल फार्मिंग में कर रहे हैं। तो ये 9 लेयर है, इसका ग्रोथ आप देख सकते हो, एक लाइन पे आपको दिखता है पूरा। इसका 45 डिग्री में लगाते हैं, इसमें हम लोग लगभग 6 लाख के ऊपर सीड लगाते हैं। तो जन लोग फार्मर जो 1 एकड़ में करता है, हम लोग 1 एकड़ में 100 एकड़ खेती करते हैं।
थोड़ा सा हमने मॉडिफाइड किया है और हम लोग 7 लेयर पे आ गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं 7 लेयर। Bon, je pense que vous avez vu en quelque sorte vous avez vu en gros de quoi il s'agit. Hein, je reviens là. Vous avez vu en gros de quoi il s'agit. Il s'agit d'une entreprise qui, voilà, a conçu des modèles de bac avec un système d'irrigation et qui fait qu'ils n'ont pas de tuyau en fait. C'est-à-dire qu'ils captent l'humidité, le même principe que la start-up que vous avez vu tout à l'heure. Ils captent l'humidité dans l'air et ils ramènent ça à l'intérieur sous forme d'eau. Ils irriguent et ils cultivent dans les serres. Ce qui fait que toute l'année, ils sont en train de produire par exemple des tomates, des poireaux, des poivrons, des salades, la laitue, etc., etc., etc. En permanence. Et le rendement par rapport à notre fermier qui vient faire le feu de brousse, il brûle, après la terre, il cultive 3 mois, il récolte la salade, il s'en va dormir. Celui-là, lui, il fait tourner la production agricole tous les mois, tous les 365 sur 365. Il alterne, il produit ceci, il produit les oignons, après il produit l'ail, après il produit le poireau, après il produit la tomate, après il produit la salade, après il produit les poivrons, après il produit les... etc., etc., etc. C'est 365 sur 365. Il produit la provision des marchés. Il n'a pas besoin des tuyaux pour l'irrigation. Il n'a pas besoin, etc. Il gagne en espace. Ça veut dire que sur 1 hectare, vous avez vu, ça fait 20 niveaux. Donc, ça veut dire que sur 1 hectare de terre, il est capable de produire l'équivalent de 20 hectares et il travaille 300. Ça veut dire que lui, par exemple, c'est des petits pays comme ça, vous dites, mais comment est-ce qu'ils se nourrissent? Ça veut dire que le gars, sur 1 hectare, il est capable de produire ce que nos fermiers font sur 500 hectares. Parce qu'il gagne d'abord 20 et en plus, il a peut-être 4 cycles de production par an. 20 fois 4, ça fait 80. Voilà, et sur 1 hectare, il fait ce que nous on fait en 80-100 hectares. Donc, ça, c'est rendu possible parce que c'est le concept d'entreprise innovante. Voilà. Et donc, parce qu'il innove, il crée de la valeur. En ce moment, il intéresse des fonds d'investissement qui vont mettre l'argent là-dedans. Ça, c'est important. La deuxième chose, ça va être dans les champignons. Je vais vous montrer. Il y a une autre vidéo que je voulais montrer. Un producteur de champignons, là, c'est intéressant pour vous, pour voir sur le même principe. Et des pays comme Israël, c'est ça qui les permet de survivre parce que ils sont, vous doutez bien, ils sont coincés là, ils n'ont pas assez d'espace. Ils sont comme nous d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai choisi leur pays parce qu'ils sont comme nous. Ils sont coincés dans ils n'ont pas assez d'espace. Quoique nous avons assez d'espace dans les grass fields. Et donc, ils arrivent à faire des choses bien. Voilà. Donc, ça veut dire que si eux, ils peuvent le faire, nous aussi, on peut le faire. Mais à condition qu'on commence à en prendre conscience. Donc, je vous montre comment ça se passe. Hein, comment est-ce que la production de champignons, voilà. Je vous montre ça. Là aussi, le gars, il parle en hébreu. Il parle en hébreu, mais c'est pas grave. Je vais traduire ce qu'il est en train de dire là. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, je partage encore mon écran. Voilà. אני עובד בחוות השמינון כבר 15 שנה. החווה שלנו מגדלת כ-50 טון בחודש, שהם כ-40% מנתח השוק בישראל. שיטות ההשקיה בגידול פטריות הן שיטות מקובלות בעולם, שיטת ההשקיה בהמטרה.
האתגר הוא שאתה לא מצליח לתת את המים לפטריה בכל שלב שהפטריה צריכה אותם. הרטיבות של המצה יורדת בצורה משמעותית, האיכות של הפטריה יורדת והמשקל שלה. נטפים פנו אלינו עם פיתוח טכנולוגיה חדשה של טפטפות יונירם על נגר, טפטפות שמטפטפות פחות מליטר בשעה. המערכת של נטפים פתרה לנו המון בעיות שהיו במערכת המטרה, כמו השקיה ללא הגבלה. אנחנו משקיעים דרך המחשב, דרך הטלפון, מהבית. המערכת של נטפים עוזרת לחסוך באנרגיה, מכיוון שלאחר ההשקיה הפטריה לא נרטבת ואין צורך לייבש אותה, לכן לא מופעל קירור, חימום, אוורור יתר. הפטריה לבנה, מוצקה, כשחותכים אותה אפשר לראות שבפנים היא ברודה, היא סגורה לגמרי, היא חזקה מאוד. בזכות המערכת של נטפים, היבול עלה בכ-30%, יש לנו אפשרות לגדל גל שלישי, בכמות גדולה, באיכות גבוהה, כמות הקרקע שאנחנו מייבאים מאירלנד הופחתה, מה שחוסך עלויות, מעל 80% רטיבות, ממש מים יוצאים מתוך הרמה הזאת. אנחנו מתקדמים להמשיך בחדרים הבאים, גם בהתפתחויות שלנו, להקים מערכות טפטוף נוספות. אנחנו מאוד מרוצים עדיין נטפים, וצריכים להמשיך את הפרויקט הנוכחי וגם פרויקטים עתידיים. Voilà, je m'arrête là. Voilà, je reviens à mon écran, là, normal. Donc, vous avez vu, par exemple, dans le cas, là, c'est une entreprise israélienne qui fait dans la production de champignons. Et lui, au lieu de faire l'irrigation traditionnelle avec l'eau, il a une technique d'irrigation qui consiste à capter l'humidité dans l'air et de l'injecter directement dans les sols et de préparer le sol et de le mettre dans les bassins et directement de produire les champignons. Donc, vous comprenez, c'est ça l'innovation. Je voulais montrer ça pour dire que ce n'est pas, quand on dit start-up, ce n'est pas seulement fabriquer les applications, les logiciels, non. Le planteur chez nous peut être un innovateur. Le transporteur, l'ingénieur, bref, l'innovation. Aujourd'hui, c'est facile pour les entreprises comme des pouvoirs de capitaux, des apporteurs de capitaux. Je dis même que 90% des capitaux, ça va vers des entreprises innovantes. Aujourd'hui, on ne finance plus les entreprises qui ne sont pas innovantes. Et la raison pour laquelle on finance les fonds d'investissement, finance les entreprises du secteur de l'innovation, c'est parce que ça permet de faire, il y a ce qu'on appelle exit. Ça veut dire que le fonds d'investissement n'investit pas pour rester là-dedans pendant toute la vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je prends un exemple. Comme nous disait un jour notre professeur, M. Kim, il nous disait, écoutez, pensez-vous que quelqu'un qui veut investir irait un fonds d'investissement, irait mettre son argent dans une entreprise qui fabrique dans une entreprise qui fabrique, par exemple, dans une entreprise, par exemple, qui a une imprimerie, voilà, disons ça, une imprimerie qui travaille pour l'État, c'est pas attractif pour un investisseur. En revanche, comme dans le cas, là, le gars, il vous dit que voilà, il a baissé ses besoins en eau et ses coûts de 50%, et il a doublé sa production, mais là, ça commence à intéresser les investisseurs. Et il dit que voilà, nous, on n'importe plus. Aujourd'hui, on a réduit notre importation des champignons d'Irlande de 80%. Voilà. Donc, c'est ça qui intéresse les investisseurs. C'est ça que les investisseurs veulent voir. Donc, c'est important de le dire. C'est important de le dire. Donc, je voulais vous montrer ça. Donc, c'est l'entreprise innovante parce que une fois que l'entreprise innove, après, il y a ce qu'on appelle l'exit. Ça veut dire que l'investisseur sort. Il sort soit en fusionnant, par exemple, si c'est EMC en Israël, il peut fusionner avec IBM, par exemple. Il peut sortir en vendant ses participations. Donc, on a évalué l'entreprise, il vend ses participations et il réalise des plus-values. Voilà, je vais vous montrer, par exemple, une start-up israélienne qui a... je vous montre ça. Je partage mon écran encore, je vous montre start-up israélienne en Israël. Là, voici la start-up en Israël. Voilà, c'est ces start-up-là.
Voici son fondateur ici, là. Vous voyez, c'est écrit en hébreu ici. C'est la start-up israélienne ici. Et ici, là, c'est PayPal. PayPal, tous les Camerounais connaissent ça aujourd'hui. PayPal, voilà. Hein, là où les gens lèvent de l'argent, font des fundraising par PayPal, etc., etc. Hein, un peu comme il y a Litchi, là. Créer Litchi. Hein. Olivier Tchanan, le roi des Litchi. Voilà. PayPal, Litchi, etc., etc. Vous avez PayPal, Litchi, Western Union. Donc, vous voyez là, ici, là, c'est le patron, ici, c'est le patron de PayPal. Ici, c'est le patron de la start-up israélienne. La start-up israélienne fournit des solutions pour sécuriser les transferts d'argent, pour éviter les piratages, pour éviter que les informations de don d'argent par carte de crédit, etc., etc. Voilà la start-up là. Elle a donc été rachetée par PayPal. PayPal, au lieu de créer sa propre division, va acheter cette start-up. Et elle achète en lui donnant des actions PayPal. Et lui, en contrepartie des actions PayPal, il va devenir actionnaire de PayPal. PayPal va l'avaler, c'est une fusion. Il y a une partie qui sera aussi faite en cash. Donc voilà les deux signes de deal ici, là, comme vous pouvez le voir vous-même. Et PayPal entre dans le capital de la start-up en Israël. Donc vous comprenez que c'est la raison. On va voir ça, Eugène Gondi. On va voir ça. Donc, c'est la raison pour laquelle les fonds d'investissement investissent dans l'entreprise innovante. Parce que l'entreprise innovante crée de la valeur. Donc, il y a une création rapide de la valeur ajoutée pour l'actionnaire. Donc, voilà. Je l'ai déjà donné les chiffres là. Je vous ai dit que il est temps que les investisseurs, les entrepreneurs de la région de l'Ouest commencent à investir dans autre chose que le commerce, les marchés publics, c'est-à-dire que les marchés qu'ils ont, oh, je suis dans les travaux publics, oh, je suis dans ceci. Il faut qu'ils investissent dans l'innovation. Le seul problème qui va freiner les gens de l'Ouest dans l'innovation, c'est que dans l'innovation, on travaille en groupe. On travaille en actionnaire, on travaille ensemble. Je pourrais vous montrer une autre vidéo pour que vous voyez comment en Israël, on travaille dans un tech park. Or, nous avons une mentalité là qui n'est pas bonne. Mais je ne vais pas aller là dans les détails là. Mais il faudrait qu'on ait le courage de nous regarder dans les yeux là. Pour qu'une certaine mentalité de toujours ruser, toujours montrer qu'on veut ruser, dribbler l'autre là. Vous ne pouvez pas faire ça à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas. Donc, je vous dis, je le dis toujours, vous venez ici dans une ville comme celle-ci là, vous faites ça, on vous descend. C'est quand même la ville d'Al Capone. Et elle est restée toujours la ville d'Al Capone. Vous faites ça ici là, hein, je veux dire que la première chose qui m'avait frappé dans cette ville-ci, c'est un jour, j'arrive et ça fait déjà peut-être 3 mois que j'étais là, j'emprunte le bus. Et on est dans le bus il arrive en centre-ville. Et un monsieur est dans une grosse voiture, une grosse cylindrée. Et il y a un monsieur qui a pris le train, qui a pris le bus à la gare de bus là. Et on voyait quand le monsieur a vu la voiture, la grosse voiture là, il était un peu crispé. C'est comme s'il avait peur. Donc, le monsieur de la grosse voiture là, le monsieur de la grosse voiture a suivi le bus. Il a suivi le bus. Et arrivé, il s'est garé. Quand le bus s'est arrêté à un arrêt, il s'est garé juste devant. Il est descendu, il a commencé à venir vers le bus. Donc, l'autre a supplié le chauffeur d'ouvrir la porte arrière. Le chauffeur a ouvert la porte. Il est descendu, il a commencé à courir. Il a traversé, mais les voitures ont failli le cogner. Il a traversé, il allait de l'autre côté. Le monsieur de la grosse voiture a couru, il a démarré. Et il a commencé à le suivre dans le sens opposé. Nous, on est descendu pour voir comment ça va se passer. Le gars, il est allé, il a vu un autre bus, il est entré à l'intérieur. L'autre, il a suivi le bus au sens opposé. Le gars est encore descendu, il a supplié l'autre chauffeur, il a traversé, il a su. Mais c'était un jeu. Le gars allait de bus en bus, le monsieur de la grosse voiture le suivait de voiture en voiture et personne ne disait rien. Mais le type avait déjà couru jusqu'à il pouvait vomir ses poumons. Ça a duré 1 heure. Il n'arrêtait pas de le suivre comme ça. Et nous, on a demandé c'est quoi. On dit, ah, that's business, man, that's business. Hein, maybe, peut-être qu'il a pris sa chose et hein, il a disparu. Donc, c'est comme ça. Ici, ça rigole pas. Les gens doivent apprendre à s'associer. La gouvernance d'entreprise.
la modernité. Les managers doivent apprendre à manager et générer des profits. Les actionnaires doivent mettre l'argent sur la table. Les employés doivent vraiment travailler sans tricher. Or, chez nous, on a encore un obstacle. L'employé entre pour voler. Le manager que tu vas mettre là entre pour s'enrichir. Les actionnaires, etc., 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 etc. Il y a d'abord un travail individuel. Ça, c'était le cas aussi ici, hein. Mais ils ont fait beaucoup de sessions de formation. Quand vous avez, par exemple, je pense que beaucoup de gens là, on vous donne une certaine licence. Si vous êtes dans les domaines comme la finance, vous devez prendre des cours d'éthique tous les 6 mois. Si vous ne prenez pas les cours d'éthique là, 1, 2, 3 fois, on retire votre licence. Donc, il faut prendre des cours d'éthique tout le temps. D'éthique tout le temps pour se recycler. Donc, il est temps que nous aussi, on commence à, voilà, à absorber cela. C'est l'un des obstacles majeurs pour que dans la région de l'Ouest, on investisse dans l'entreprise innovante. D'ailleurs, je reconnais qu'une fois j'ai fait une présentation ici pour soutenir un chef d'entreprise camerounais, parce que ce qu'il a fait est bien. Et après, il y a des gens qui m'ont dit attention, fais attention, le mec, il y a des fonds d'investissement qui ont mis l'argent. Or, quand le cash flow entre, lui retire le cash flow pour aller faire d'autres business et il ne déclare pas ça. Il maquille les comptes. Et du coup, les gars, on lui a dit, bon, si ça va pas aller, on vient démonter dans les machines. Maintenant, on va voir avec quoi tu vas encore produire du cash flow. Et lui, voyant que les gens ont sorti les dents, maintenant, il a commencé. Donc, il y a certaines attitudes-là que nous ne devons pas avoir. C'est pas bon. Surtout quand nous traitons avec des investisseurs comme les investisseurs nord-américains. On a vu ce que ça nous a coûté dans les relations avec l'Allemagne, hein, quand ils ont eu des bisbis avec 2 grands hommes d'affaires camerounais. Ça nous a coûté vraiment la peau des fesses. Voilà. Donc, je l'ai déjà dit, le potentiel mondial est de 40 milliards, etc. Donc, nous devons pouvoir nous insérer dans la chaîne de valeur. Le cacao, le café, par rapport à la cybersécurité, par rapport à l'énergie renouvelable, par rapport au cacao, le café, l'économie de l'Ouest était, réfléchissons un peu, l'économie de l'Ouest était basée sur quoi? L'économie de l'Ouest était basée sur le café, était basée sur le cacao, était basée sur, non, sur le café, oui, et le cacao aussi, était basé, et puis après quand le café a chuté, on est allé un peu vers le vivrier. Mais mettez-vous un peu qu'on commence à faire la cybersécurité, du commerce électronique, des télécommunications, on commence à faire tous ces grands secteurs-là, le codage, etc. dans la région de l'Ouest. Très rapidement, ça va générer un cash flow pas possible et ça va générer beaucoup d'emplois. Donc, c'est important que nous allons là-dedans. Je ne sais pas si on a le temps que je vous montre encore une dernière vidéo sur la révolution Internet en Israël. C'était, j'avais prévu de vous montrer ça, Internet of Things. Est-ce qu'on a le temps? Bon, ou bien je vous montre par exemple comment Microsoft est venu investir en Israël dans les high-tech. Ce serait pas mal. Bon, je vous montre ça aussi, voilà. Donc, permettez que je vous montre ça et puis on sort. Voilà, ça c'est Microsoft en Chine. Microsoft en Israël, pardon. Voilà. Je vous ai montré cette vidéo-là en 1 minute pour que vous voyez bien. C'est que
Il ne faut pas croire que c'est parce que c'est Israël, oh, c'est chez les Blancs. Non, non. Si ce qu'il faut faire pour être, ce que nous devons faire pour que cela se fasse est fait dans la région de l'Ouest là, en 5 ans, nous pouvons, les gens comme Microsoft peuvent venir installer des centres. Ils vont le faire au Nigeria. C'est pour ça qu'on a vu Bill régulièrement aller au Nigeria avec les Dangote, les Lumelu manger, assister même au mariage. Ils vont le faire. La raison simplement chez nous, c'est que ce n'est pas la préoccupation des gens qui nous gouvernent. Ce n'est pas leur préoccupation. Regardez quand même un ministre comme Jean de Dieu Momo, il se met sur Internet, il insulte la diaspora. Quelqu'un que quand... Bref. C'est pas grave. Laissons tomber. Mais bref, ce que je voudrais que les gens voient et comprennent, c'est que dans notre pays, nous devons être en avant-garde de ça, et surtout dans notre région de l'Ouest. J'insiste encore parce que il va avoir la gouvernance locale. Oui, les data centers, comme dit Eugène Gondi, il va avoir la gouvernance locale. Donc, il est temps que nous nous mettions prêts, voilà, pour pouvoir, avoir ça, faire venir des personnes qui pourraient amener des investissements costauds dans la région de l'Ouest. Voilà. Je prends les réactions rapides. Je ne vais pas tout lire là. Bonjour. Merci beaucoup, Hubert Hilaire Barzi Franco. Merci. Ouais, qui dit que ouais, la boussole, mais attention, ne me donne pas trop de fleurs. Là, j'ai pas mal d'ennemis. Hein. Touré Kémy dit il faut préparer les mentalités comme vous le faites. Ouais, il faut préparer les mentalités. Bonjour, au mieux. Hilaire Barzi Franco dit l'Ouest va se développer même par force. En Russie, au Canada, il y a la glace, mais ils ont dompté cela, voilà l'hostilité exacte. Oromia dit SWOT analysis exact, strength, weakness, opportunity, threaten. Ok. Voilà. Et Jean Gondi dit... Ouais, Jean Gondi dit qu'il faut changer l'ordinateur. Pourquoi? Non, il ne faut pas changer l'ordinateur. C'est que, Eugène Gondi, il y a beaucoup d'applications qui sont en train de tourner sur mon ordinateur là. Et je ne veux pas les fermer parce que si je les ferme, il faut après les par exemple, je suis en train d'utiliser Jump pour analyser les données. Et Jump, c'est très lourd. C'est très, très, très lourd. Et quand tu lances Jump, c'est extrêmement lourd. Et si je ferme Jump, je perds. Il faut recommencer le projet à chaque fois. Je ne veux pas. Non, c'est pour ça que ça me fatigue, tu vois. On fait beaucoup de choses entre deux trucs. J'aurais dit, beau projet, mon frère, on nous a déjà trop insultés, développons notre région, faisons que soit un Singapour. Voilà, c'est possible. D'ailleurs, Singapour est ce qu'il est parce que il a attiré les capitaux pour développer la tech industrie là-bas chez eux. Maxime dit, j'ai bossé sur un projet similaire en deuxième année d'électronique engineering, on peut partager avec vous. Voilà. J'aurais dit, on a le devoir de développer notre région. C'est un devoir pour les fils de l'Ouest. Arrêtons de trop développer d'autres régions. Voilà. Comme j'ai dit, ce sera un fonds qui va financer les investissements dans la région de l'Ouest. Donc, je dis ça pour que les gens qui sont toujours en train de me dire, on veut faire le cacao à Douala, ça ne m'intéresse pas ça. Et arrêtez de me casser. C'est pour ça que je vous réponds plus. Quand vous écrivez là, je vous réponds plus. Je n'ai pas ce temps. Ouais, j'aurais la première richesse, ce sont les hommes. Clovis dit, dans ce cas, le fonds d'investissement rentre-t-il dans le capital entreprise? Oui, il rentre dans le capital. Un fonds d'investissement rentre toujours dans le capital. Hein, c'est d'ailleurs un investissement en capital. J'aurais dit, l'écotourisme à l'Ouest, l'agriculture est pleine de projets devant naître, oui, mais l'agriculture de l'Ouest, couplée à la biotechnologie animale, végétale, voire même humaine, doit générer beaucoup d'entreprises innovantes dans la région de l'Ouest. Et c'est possible. Voilà, c'est possible. Romain dit, c'est bien du private equity, donc ça rentre dans les fonds ou les capitaux propres de la firme dans laquelle on investit. J'aurais dit, l'Ouest a une forte diaspora qui n'est pas plus. L'Ouest a une forte diaspora, si ce n'est la plus forte du Cameroun. Le financement peut naître là. Oui, mais la diaspora camerounaise n'a pas assez de capitaux pour. Enfin,
Elle a les capitaux pour financer la tech, mais elle ne comprend pas grand-chose. Et le pire, c'est de s'associer avec des gens qui vont vous donner les mots de tête, franchement. Qui vont faire comme ils font là au pays, là ou dans les associations de village ici, on se chamaille trop, ce n'est pas permis dans le monde là. Ça ne marche pas comme ça. Et j'ai un grand idée, le minimum c'est la... Ouais, le minimum, le minimum c'est le fédéralisme, et j'ai un grand idée, pas la confédération. Au mieux dit, le problème n'est pas l'existence des fonds, mais plus la sécurité juridique. Je l'ai dit. La sécurité juridique, ça veut dire que il va falloir compléter avec au moins la common law et travailler de manière à, voilà, de pouvoir, de manière à pouvoir, voilà, au moins avoir un arbitrage solide, une chambre d'arbitrage solide, parce que c'est qu'au niveau du GICAM, là, c'est des histoires, bon, pas dormir debout. J'aurais dit, ils ne peuvent pas, le fédéralisme, il y a trop d'intérêt. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens qui ont peur du fédéralisme sont au Cameroun et pas dans l'Occident. C'est moi qui te dis. Les gens qui ont peur du fédéralisme, c'est les gens qui sont en Yaoundé au Cameroun. Voilà. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est pas ça l'objet de ma présentation. Et Jean Gondi dit, Paul Biya a rendu difficile le fédéralisme. Il y a déjà eu trop de morts. Ouais, je connais tes arguments. Bon, Urigi, Romeo Momea est élément essentiel pour l'investissement. J'aurais dit aujourd'hui, les investissements sont au risque du pays parce que la justice n'est pas équitable. Hélas. Je demandé, do you get involved in the fund? How do you get involved in the fund? Me? I'm one of the founders, so don't worry about that one. Uri Maro dit les cœurs, ok. Thierry faisait dit, le nom, c'est, oui, la voiture s'appelle la Mofu Priscilla 14, ouais. C'était franchement un inventeur. Je crois que ce gars-là est parti en Allemagne et il est quelque part sûrement là-bas. Voilà. Le CEM, bonjour, Majo Bourou. Le CEM dit, est-ce que l'investissement est accompagné d'un droit de regard sur la start-up ou d'un accompagnement technique, question d'éviter la mortalité infantile à start-up? Oui. Roméo a dit, il confirme pour le club Lipalm. Voilà, il confirme bien que j'étais le directeur du club journal. Et rédacteur, quoi, ou c'est directeur de publication. Non, rédacteur en chef, parce que le directeur de publication, c'est le proviseur, Madame Tikikoum. Gilbert Fonchom dit, l'université des montagnes est clairement freinée par le gouvernement, ce qui est inadmissible. Edmond, non, attends, oui. Edmond, il est Barisi Franco dit que voilà, bon. Gilbert Fonchom dit, bon, non, Eugène Gondi dit, il faut changer le modèle d'éducation de cette université pour la rendre anglo-saxonne. C'est vrai. Bonsoir, Amel. Voilà. Ouf, il y a tellement de réactions. Je ne peux pas les lire toutes. Elles sont très importantes là. Mais je remercie tous ceux qui ont contribué. C'est vraiment, il y a beaucoup. Hein. Je ne veux pas que le live là ait beaucoup. On a tout fait pour que ça n'aille pas à 2 heures. Donc, je remercie beaucoup ceux qui ont contribué. Ici, aux États-Unis, il est 14 heures. Si vous voulez bien, donnez-moi rendez-vous à 17 heures. 17 heures au Cameroun, je pense que, disons à 16h30, on va faire une session d'1 heure. Ce ne sera pas très long. Je vais vous montrer comment utiliser les data, les données statistiques dans la gouvernance locale, hein, pour à la fois informer les investisseurs, mais pour à la fois prendre des décisions, etc., etc. Je vais vous montrer les bases, comment se fait aux États-Unis, les bases de données et comment est-ce qu'on recherche l'information sur la gouvernance locale. L'importance de cette information. Je vais vous montrer comment on peut utiliser Excel, mais on ne va pas le faire parce que, comme je disais à Eugène Gondi là, c'est assez lourd. Ça risque de planter l'ordinateur. Je vais vous montrer ça et je vais vous montrer également
comment rechercher l'information économique sur le site de la Banque mondiale, sur la base de la Banque mondiale, parce que beaucoup de gens me demandent toujours, mais tu dis ça, où est-ce que tu prends la source, mais ça me met mal à l'aise. Je n'ai pas toujours envie de citer parce que l'information est là sur les réseaux sociaux et Internet et personne ne cherche. Voilà. Je remercie tous ceux qui ont suivi cette présentation. Je vous dis un grand merci et cette présentation sera en replay sur JMTV PLUS, JMTV Plus sur YouTube. Elle sera également en replay sur JMTV Plus. Donc, plus c'est plus.com. Voilà. Elle sera en replay sur JMTV Plus sur YouTube, jmtvplus.com sur Internet, mais elle sera aussi disponible sur la plateforme ici CEMAC. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon après-midi. Bye.